Bonsoir, bienvenue, c'est mardi, carte sur table, 21h, 23h. Nous allons avec les 4 panélistes invités ce soir essayer de faire un décryptage de la situation sociopolitique au Cameroun sous une question de fond. Comment décrisper la situation, si tant il est vrai que celle-ci serait crispée en ce moment. On va interroger évidemment le contexte, interroger le jeu des acteurs, les rôles des uns et des autres et surtout essayer de voir si le cadre institutionnel et organique permet peut-être au Cameroun aujourd'hui de faire face à ces multiples difficultés. 4 invités, je l'ai dit. D'abord, Eric Pindla, bonsoir. Bonsoir, M. Député Tambor. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir, mes copanélistes. Vous êtes du SDF. Alès Nguepi, bonsoir. Bonsoir, millions de personnes qui nous suivent une fois de plus ce soir. Votre présence marque-t-il le retour du MRC sur les plateaux de télévision ce soir? Bien sûr, bien sûr. Merci d'être des nôtres. Paul Eyoum, bonsoir. Oui, bonsoir, député. Bonsoir à mes copanélistes et aux millions de téléspectateurs de STV. Ancien sociétaire de l'UDC. Tout à fait. Vous irez où maintenant? Bon, comme le Je rappelle que président vous avez démissionné en même temps que... Ouais, le premier, deuxième, troisième vice-président, tout le monde a démissionné avec beaucoup d'autres cadres du parti. Bon, d'ici la fin d'année, on vous dira où nous allons nous réunir. Pour l'instant, nous sommes dans des concertations avec des acteurs politiques et ceux de la société civile pour créer un parti à vocation nationale et internationale. Un parti de plus, sur 300 Peut-être oui, peut-être non. D'ici la fin d'année, vous saurez. Combien de militants reste-t-il à l'UDC? Ça, c'est à Madame Dan qu'il faut poser la question. Moi, je ne peux pas répondre. Joseph Boutouzé, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Bonsoir à tous mes copanélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de STV ce soir. RDPC est toujours présent. Personne n'a attendu le passage du Cameroun aux Nations Unies ce soir. C'est une question d'entrée. Hein. Vous savez que le Cameroun est programmé. Oui, comme chaque fois que les Nations Unies s'est réunies, et toutes les fois que les Nations Unies sont réunies, je ne pense pas qu'à chaque fois le président Pobia ait été présent. Nous avions des problèmes plus importants au Cameroun pour le moment, notamment la mise en place du conseil régional. Je crois que ça doit plutôt préoccuper le Camerounais que toute autre chose. Aucune autre réaction. Merci d'être là. On prend la transition et rentre dans le débat. Alors, monsieur, pour rentrer, hein, à tour de rôle, chacun va essayer peut-être de nous faire la lecture du contexte de la situation sociopolitique actuelle au Cameroun, les appréhensions, éventuellement une analyse, comment est-ce que les uns et les autres la voient. Paul Eyoum, on commence peut-être par vous. Déjà, par rapport à votre question, ce que je voulais dire, c'est que au Cameroun, nous avons connu le retour au multipartisme au début des années 90. Il y a eu beaucoup de batailles politiques. Le SDF, je parle sous le contrôle d'Éric qui représente ce parti ici, et beaucoup d'autres partis, parmi lesquels l'UDC, l'UPC, se sont mobilisés pour une alternance au pouvoir en 92 et déjà un changement de système parce qu'il s'agissait là non seulement du vent de l'Est qui soufflait, la chute du mur de Berlin, donc il fallait que nous les Africains, nous arrivions à la nouvelle donne mondiale, celle de la démocratie. Ils sont battus, ils ont combattu pour avoir la liberté d'expression, même la liberté de la presse, vous êtes journaliste, et bien d'autres. Après cette époque, il y a eu déjà en ce moment en 92, vous savez qu'il y a eu la présidentielle de 92 qui a fait écho simplement parce que la victoire du SDF avait été volée d'après ce que l'histoire dit. Et donc, il y a eu beaucoup de soubresauts en ce moment. Il y a eu après la période de 97, 96 même déjà, où certains partis politiques comme l'UNDP, MD et autres se sont rattachés à la majorité présidentielle ou au parti au pouvoir former la majorité présidentielle. Bon, 20 ans un peu, où il y a eu une accalmie, ces partis ont pris un peu du poil et puis c'était un peu compliqué de s'exercer sur le terrain. Après, les années sont passées, pratiquement une quinzaine d'années, vint ensuite le MRC du professeur Maurice Kamto et aussi 11 millions de citoyens de Kavralibi. Donc en ce moment, il y a eu un regain des Camerounais vis-à-vis un sentiment de plaisir de refaire la politique à nouveau comme dans les années 90, peut-être avec certaines modifications parce que les conditions avaient déjà changé, il y avait déjà un retour au multipartisme et il y avait déjà une certaine avancée démocratique puisque le Cameroun reste jusqu'à présent à l'épreuve de la démocratie. Et en ce sens,
beaucoup se sera attendu pour une fois qu'on essaie de franchir un cap, mais on voit que nous sommes en train de revivre ce qui a été vécu pendant les années 90. Le MRC qui a perdu la présidentielle et qui dit l'avoir gagné, à la différence qu'ici, il n'est pas soutenu par les autres partis politiques, la société civile, comme en 92, où vous avez une cinquantaine de partis politiques, les acteurs de la société civile, qui tous parlaient d'une seule voix, où ils avaient eu les villes molles, Carton, etc. Ça n'a pas été le cas pour le MRC. Il était seul dans sa démarche. Il a revendiqué une victoire qui malheureusement, il n'a pas pu prouver qu'il a gagné puisqu'on a tous suivi le contentieux. Il a certes montré au visage du monde qu'au Cameroun, le processus électoral, il faut le remettre en cause, mais il n'a pas pu prouver sa victoire. Il est allé dans une démarche de hold-up, etc. Et tandis que les autres partis ont préféré continuer au sein de la République. Et après le hold-up vint ensuite jusqu'au marche du 22 septembre dernier. Déjà, je rappelle que le 26 janvier 2019, il y a eu des marches. Le professeur Kamto et plusieurs cadres de ce parti ont été arrêtés. Ils ont été mis en prison, ont été libérés 9 mois après. Ils ont boycotté les élections comme l'UDC, comme le SDF en 92. Vous voyez que c'est l'histoire qui est en train de se répéter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions parce qu'après les marches du MRC, on a un problème, celui d'abord sur les libertés, les manifestations publiques. Je rappelle que le SDF, je prends le statistique parce que pour terminer, 53 interdictions de manifestations publiques déclarées par le président régional, l'honorable Jean-Michel Nthieu. Ça veut dire que le Cameroun, au lieu de progresser, comme on aurait pu s'attendre, on voit qu'il y a une certaine régression. Il est donc temps que les hommes politiques se rassemblent pour discuter de toutes ces conditions et voir comment on peut améliorer le climat politique. Alex. Oui, vous me rappelez la question? Oui, la lecture que vous faites aujourd'hui de la situation sociopolitique. Bon, écoutez, sur la situation sociopolitique camerounaise, il faudrait dire que c'est déplorable. D'abord, il faut rentrer dans l'histoire. Déjà dire que dans les années 45 déjà, que le Cameroun a commencé avec la création de la Confédération des travailleurs camerounais. C'est cette confédération-là qui a accouché l'UPC en 1948. Et dès lors, on se rappelle que l'UPC a été porté par l'ensemble des Camerounais, c'est-à-dire c'était le seul ou bien l'un des rares partis à être effectivement représenté du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun. Et jusqu'à 1950, quand on a l'arrivée de Ouniobé comme secrétaire général de l'UPC et du Miti Mathias comme président dans le congrès de la Ménois à Tchang, il s'avère donc que dans les années 55-56, l'UPC qui était véritablement représenté au Cameroun et représentatif au Cameroun a eu une interdiction qui a été donnée, ils ont été frappés d'interdiction. Donc c'est un peu cela, cette histoire-là. Et ça a été des erreurs d'histoire, une erreur de l'histoire à cette époque, parce qu'on se rappelle que le feu président Amadou Ahidjo, qui en 58 était le ministre de l'Intérieur, le tout premier ministre de l'Intérieur camerounais. Il avait déjà à l'époque, à partir du parti, avec le parti politique qu'il appartenait, je crois que c'était l'UNC, si je ne me trompe pas, demandé aux députés du Nord Cameroun de faire une fronde afin de mettre en minorité le Premier ministre Marine Bita, et c'est donc ainsi qu'il devient donc le Premier ministre camerounais. Et encore l'erreur de l'histoire s'est produite en 60, parce qu'en 60 justement, au lieu qu'on organisait des élections pour que le président, le tout premier président du Cameroun occidental puisse être, du Cameroun oriental puisse être un UP6, le représentant d'État français au Cameroun avait refusé et a préféré nommer, parce qu'il faut l'expression nommer Amadou Ahidjo comme tout premier président. C'était une erreur parce que c'est l'UPC qu'on a voulu museler, et également la conférence de Fumban en 1961, la conférence de Fumban, on se rappelle également que à la conférence de Fumban, l'UPC n'a pas été convié à cette conférence-là, et tout ce qui a pu suivre et consort avec l'interdiction dont été frappé avec Djumisi Mathias dès que Ouniobé est décédé, qui est entré dans le maquis et qui est ressorti en 71, si je ne me trompe pas, et qui a été exécuté. Donc vous comprenez un peu que quand on va dans cette chronologie-là camerounaise, avec 72, avec la réunification qui a été organisée sans que le peuple ne soit véritablement consulté, parce qu'il n'y avait que des bulletins, oui
ou yes, il n'y a pas non ou non, et que le Cameroun, et que ce référendum a été approuvé avec plus de 99,96%. Même Staline n'aurait pas fait mieux. Et toujours dans cette situation socio-économique politique camerounaise, vous allez vous retrouver en 1982, où M. Biapol également arrive au pouvoir par un coup d'État, il faut l'expression, pas une erreur d'histoire, il faut dire. Parce que 82, dans l'esprit de la démocratie, le président public doit être loin de l'option populaire, doit être loin de la souveraineté populaire. Donc, c'est par le biais des élections que le peuple camerounais souverain décide de donner le pouvoir, de décider de celui qui devrait lui représenter. Alors, M. Biapol, qui avait 82, n'a pas n'est pas par l'option souverain populaire camerounaise. Et vous vous rendez donc compte que dans les années 90, avec les villes mortes qui ont commencé, et 92, avec la victoire volée du candidat du SDF de Ndi John Fundi, et plus tard en 2018, ça s'est répété avec le cas du MRC. Donc la situation socio-politique camerounaise est une situation déplorable. Au lieu qu'on avance, on ne fait que dégraisser. Donc nous espérons que les jours, les années à venir seront plus valorisants pour le peuple camerounais. Eric? Il faut noter, et je profite déjà de votre tribune pour demander la libération de tous ceux qui ont été interpellés avant, pendant... Vous n'avez pas de la tribune pour ça, pour faire vos appels à... Non, ce n'est pas des appels. La violation, le SDF a des positions... Restons oui, je suis d'accord. Eric. Je suis d'accord avec vous. Ce que je dis, c'est que le SDF a des positions de principe. Oui, et mais on ne peut pas violer... La tribune de ce soir... On ne peut pas violer les droits des Camerounais. Eric, je ne parle pas... Oui, j'ai compris. Non. Maintenant, je peux répondre à votre question. La tribune de ce soir a une thématique précise. Oui, je peux répondre à votre Parce question. que vous ouvrez une brèche et les autres pourraient vouloir réagir. Donc, n'allons pas dans... Ok, j'ai compris. Merci. Donc, s'agissant de... ceci étant dit, s'agissant de la situation de notre pays, il faut noter que nous sommes face à une multitude de crises. La première crise, c'est la crise sécuritaire, notamment avec Boko Haram dans l'extrême nord, les anti-Balaka et Séléka au niveau de l'Est. Dans la Damawa, on a un petit groupe qui est en train de se former, c'est vrai qu'on a envoyé les gars du GPIC pour gérer cette situation, mais également on a la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc au niveau de la sécurité, on a un certain nombre de crises qu'il est important de gérer. À côté de ça, on a la crise sanitaire liée à la question du Covid-19 avec les différents détournements qu'on connaît dans le cadre de la gestion de cette crise. L'honorable Mitchell a dénoncé, je crois, Human Rights Watch l'a fait, je crois le FMI l'a également fait, donc parler de corruption, de détournement de fonds dans le cadre de la gestion de ces crises. Mais cette crise existe et il est aussi important de la gérer. À côté de ça, on a la crise politique qui est liée justement à un certain nombre de tensions et un certain nombre de revendications des acteurs, notamment ceux de l'opposition, notamment pour ce qui est de notre code électoral qui doit être toiletté pour permettre d'avoir des élections justes, libres et transparentes dans notre pays. Donc, ces éléments permettent qu'on ait une crise politique et tout ça réuni fait en sorte qu'on ait également une crise économique. Parce que, qu'on se le dise sans avoir peur, le pays est en crise. On a eu une loi rectificative pour réduire notre budget. C'est un élément qui prouve qu'on est en crise. On a 3 régions qui ont été déclarées sinistrées, notamment les régions du nord-ouest et du sud-ouest et la région de l'extrême nord. Et à côté de ça, le JICAM a produit un article, une étude, un rapport qui présentait justement l'impact du coronavirus sur les entreprises camerounaises. Donc on a également cette crise économique qui est là et il est important que l'ensemble des Camerounais s'asseyent et voient comment on pourrait régler ces différentes crises afin que nous puissions avancer vers des lendemains meilleurs pour notre pays et pour l'ensemble des Camerounais. Joseph. Oui, Dipita, en 1982, précisément, ça a commencé le 4 novembre. Le Cameroun a une chance incroyable d'avoir à sa tête un homme d'État de haut niveau qui avait dû occuper toutes les fonctions dans la haute administration camerounaise. Un ancien séminariste
qui est resté avec toutes les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. Voilà donc l'homme du 6 novembre 1982 qui rentre dans l'histoire du Cameroun. Mais malheureusement, son arrivée sur le plan économique coïncide avec une crise planétaire, la grande crise qui a sévi le monde de façon globale et le tiers monde dans les années 80 jusqu'au début des années 90. Mais malgré cette crise, le président Paul Biya non seulement maintient le Cameroun dans une forme de résilience nulle pareille, parce que beaucoup de pays sombrent, mais le Cameroun subit certes les affres de cette crise économique, mais reste quand même debout. Mais voilà donc cet homme qui arrive au pouvoir dans un environnement de parti unique, l'UNC. Mais en 1985, 3 ans après, lui commence déjà une évolution des mentalités. Parce que on dissout l'UNC et il crée le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le choix d'abord du vocable en dit long sur les idées que le président Paul Biya véhicule déjà dès qu'il arrive au pouvoir. Il veut rassembler les Camerounais dans un environnement de démocratie et dans un environnement de paix. Le RDPC est donc créé en 1985. Je rappelle encore, mot par mot, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et au sein de ce parti qui reste néanmoins un parti unique, nous observons une évolution à l'intérieur. Les choses ne sont plus faites comme elles étaient faites avant. Là, la démocratie commence, là, à l'intérieur de ce parti. Les gens ne sont plus nommés, mais il y a une véritable concurrence qui s'installe à l'intérieur de ce parti. Maintenant, lorsque les vents d'Est arrivent avec le besoin d'ouverture démocratique en Afrique, le président Paul Biya est le premier à dire aux Camerounais et aux membres du RDPC, aux militants du RDPC, que nous allons ouvrir et il faut vous attendre à la concurrence. Certains même apacriques de son parti politique n'y croient même pas, ne peuvent pas s'imaginer que nous allons véritablement arriver dans un environnement de multipartisme. Mais le président Paul Biya avait à donner sa parole. Et vous voyez dans les années 90 comment les gens rentrent dans le multipartisme au Cameroun, dans un esprit d'intolérance. Mais nous avions un président qui, lui, est tolérant, qui est démocrate et qui est plein d'amour pour l'ensemble des Camerounais. Un homme d'État de son niveau n'a jamais été autant traîné dans la boue comme le président Paul Biya. Mais il est toujours resté stoïque. Il n'a pas jamais décidé de faire la chasse aux sorcières. Je me souviens, quand j'étais tout jeune, il y avait un journal qu'on appelait le Popoli. Je ne lui fais pas de la publicité. Chaque fois, j'étais écœuré, étant si jeune, de voir un journal qui se permettait de faire des caricatures les plus abjectes du président de la République. N'est-ce pas la démocratie que le président, que vous soutenez, a lui-même apporté? Donc voilà, c'est des preuves qui montrent que nous avions eu la chance au Cameroun d'avoir à sa tête un homme d'État tempéré et tolérant. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est resté longtemps stable par rapport à ses autres voisins. Vous savez que dans d'autres pays d'Afrique, il y a eu des guerres civiles à gauche, il y a eu des conférences, ce qu'ils ont appelé des conférences nationales souveraines, qui ont abouti à des chasses aux sorcières. Mais Dieu a donné le Cameroun, Paul Biya au Cameroun. Et aujourd'hui, moi je pourrais vous garantir que l'action du président de la République, d'ailleurs il a dit qu'il voudrait que les gens retiennent de lui comme étant celui qui a apporté la démocratie, la prospérité, mais la paix aussi. Il y a un semblant
d'instabilité au Cameroun, mais les plus grandes venant du mouvement Boko Haram, qui n'est pas un mouvement camerounais, des mouvements à l'est du Cameroun, et aujourd'hui de la crise anglophone. Nous essayons dans le cadre des réflexions dans le RDPC, et le président de la République, par rapport à son ambition de rendre le Cameroun émergent à l'horizon 2035, essaye tous les jours de donner au Cameroun ce qui a le meilleur. Et c'est pour cela que actuellement l'heure est à la mise en place des conseils régionaux qui vont véritablement permettre de mettre toutes les structures qui vont nous permettre de rentrer pleinement dans la décentralisation. Vous voulez dire un mot et puis je passe à la prochaine question. Oui, en tout cas, il faut noter que Monsieur Mboutou a dit un certain nombre de choses que je ne trouve pas vraies. Le 26 mai 1990, on a perdu 6 Camerounais qui sont sortis pour déposer les statuts du SDF à la préfecture de la Mézam. Donc, venir dire ici que le président Biya était pour la démocratie, ce n'est pas vrai. Parce qu'on n'aurait pas envoyé des militaires. Il y avait 2000 forces de sécurité, policiers, gendarmes et militaires à Bamenda pour empêcher le lancement du SDF. Donc, ne venez pas dire ici que M. Biya a donné la démocratie aux Camerounais. Non. Les Camerounais ont obtenu le multipartisme de haute lutte, avec des morts. De haute lutte. Il bien de haute lutte. Parce que 6 morts, c'est de haute lutte. Même si c'était un seul Camerounais qui était mort ce jour-là, on dirait que c'est de haute lutte. Parce que lorsque vous mettez 2000 policiers, gendarmes et militaires dans une ville pour empêcher qu'on dépose les statuts d'un parti politique, c'est une lutte. Et cette lutte a été gagnée par le peuple camerounais. Donc ne venez pas nous dire des choses qui ne sont pas. Maintenant, à côté de ça, il a affirmé que l'émission, c'est autour de ce que j'ai dit. Il y a une thématique. Hein. Je suis obligé de réagir lorsque vous dites des choses. Allez-y, on va passer à la prochaine question. Donc, ce que je disais, c'est que s'agissant de la situation économique du Cameroun, je tiens à vous dire que le Cameroun était autosuffisant en vivres. Aujourd'hui, nous importons tout. Nous sommes incapables de produire du riz, alors que le Sénégal est autosuffisant en riz. Nous sommes incapables de produire suffisamment d'huile de palme, au point où, et pas de l'huile de palme, on était autosuffisant. Nous sommes incapables de produire au point où on importe trop d'huile de palme. Nous sommes incapables de produire du maïs. Nos entreprises brassicoles importent du maïs. Nous sommes incapables de produire du sucre. La Sosucam, qui est l'entreprise nationale, est obligée d'importer du sucre pour pouvoir tenir la consommation nationale. Donc, ne venez pas nous dire que nous avons eu la chance d'avoir M. Biya. Nous avons plutôt eu la malchance. Nous avons régressé dans tous les domaines. Nous étions un havre de paix. Que sommes-nous aujourd'hui? Je voulais réagir. Oui, allez-y. Oui, je voulais aussi réagir sur les propos de M. Mboutou, qui a... Observez que ça fait 2 contre 1. Hein. Il faudra en tenir compte dans le temps de parole. C'est chaque parti politique qui a réagi. Je veux dire que vous êtes au pouvoir contre toute l'opposition. Ah, voilà. Non, vous aurez le temps de réagir. Selon dont d'accord aujourd'hui, c'est 3 contre 1. C'est 4 partis. Ça veut dire on divise le temps de parole par 2. J'ai la moitié, les crons la moitié. Pour que ce soit équilibré. Nous ne sommes pas la CATV ici, monsieur. Non, Eric. Non. Parce que tous veulent répondre à M. Mboutou. Mais répondez aussi à M. On garde le sourire, sauf qu'ils ne viennent pas... Répondez à M. Mboutou. Qu'ils ne viennent pas imposer les choses de la chaîne nationale. Vous n'allez pas me sentir fébrile. Non. Voilà. Joseph, oui. Accordez-moi le bénéfice du doute de la modération du plateau. Merci pour ce sourire. On peut poursuivre. Oui, je vais dire, dans les systèmes politiques, organismes politiques, hein, il existe plusieurs systèmes. Il y a ce qu'on appelle les dictatures. Monsieur Mboutou, dans son comportement sur ce plateau, vous dictez ce que vous devez dire, comment vous devez gérer votre plateau. C'est une dictature. Ça ne me surprend pas effectivement venant du parti auquel il a parlé. Donc, ça va m'arrêter d'abord sur la dictature. Donc, il vient de nous faire science, de nous prouver tout de suite à mon de vision. Ceci étant dit, Monsieur Mboutou, vous savez, tout à l'heure, vous voulez faire passer M. Biapol pour un don tombé du ciel pour le peuple camerounais.
je vous le concède, c'est votre parti politique, c'est votre vision. Je ne vais pas être contre. Mais cependant, je tiens à rappeler effectivement, comme l'a dit mon collègue du SDF, le 26 mai, quand les 6 Camerounais sont morts, vous avez dit qu'ils sont morts par piétinement. C'est l'expression utilisée. Cette démocratie, cette supposée démocratie que vous semblez tant mettre là sur le compte de M. Biapol, de votre président du RDPC, n'est pas de sa volonté. C'est parce que le peuple camerounais l'a arraché. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un déni. Non, même pas un déni, parce que c'est Dieu qui a fait le déni de la démocratie. Nous sommes en train d'assister à une coloration de la démocratie. C'est-à-dire, votre parti et vous avez pris cette démocratie, vous l'avez colorée en autre chose. Vous avez tantôt parlé de prospérité. Je serais d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'il y a dans la prospérité? Est-ce que la prospérité serait de chanter les louanges d'un président de la République qu'on ne voit pas, ou la prospérité serait que le peuple camerounais accède au bien-être? Parce qu'aujourd'hui, toutes les politiques économiques, socio-économiques, culturelles sont mises en œuvre pour permettre aux citoyens d'accéder au bien-être. Tout à l'heure, mon panéliste a fait un bilan sur l'économie. Il a même été très gentil. J'aimerais bien que vous nous donniez les plans de relance économique que le RDPC a pu mettre sur pied. Vous avez mis sur pied aucun plan de relance économique. Est-ce que la relance économique camerounaise que vous voulez parler pour soutenir votre prospérité, elle est basée sur quoi? Sur l'investissement? Je ne pense pas. Si c'est basé sur l'investissement, quelles sont les structures que vous avez mises en place pour permettre que l'investisseur puisse venir au Cameroun et investir? Si elle est basée sur l'auto-emploi ou sur l'emploi, quels sont les mécanismes que le LPC a mis sur pied? Donc, déjà, quand on regarde par exemple une petite ville, une grande ville comme Douala, que depuis 5 ans, vous avez lancé une autoroute, et jusqu'aujourd'hui, cette autoroute n'est pas encore achevée. Alors, je vous prierai quand même d'être modeste, de reconnaître aussi que sur l'agenda de votre président, le président du RDPC, M. Biapol, il y a énormément d'échecs. La preuve, l'autoroute de Yaoundé qui n'est pas achevée en 5 ans est une preuve palpable. Yaoundé, il faut faire attention. Alors, vous voulez également réagir à cela ou bien... Non, je peux réagir. Mais ma crainte, en un mot, et on passe. Ce que je voudrais dire, c'est que les Africains n'ont jamais demandé à avoir la démocratie. On n'a même pas demandé l'opinion. On est venu, on a dit voilà la démocratie. Tenez. En 89, le feu président Oman Bongo avait fait ceci du geste de la main, la démocratie au Gabon, c'est 0. Il a limogé son propre fils qui est aujourd'hui président, Ali Bongo, qui était à l'époque ministre, je crois, de la jeunesse, qui avait 29 ans. Pourquoi? Parce que son fils sortait de l'Occident. Il avait vécu la période en Occident de la démocratie, la révolte, etc. Bref, des années 80, des années 70-80. Il est revenu, il disait au Gabon, il fait la démocratie. Son père l'a limogé parce qu'il ne voulait pas entendre parler de la démocratie. Mais en 91, le Gabon, est devenu un pays dit entre guillemets démocratique, comme le Cameroun. On n'a pas dit au Cameroun, si vous voulez, le RDPC a marché contre la démocratie dans ce pays. Eux, ils ont marché pour dire qu'ils disent non au multipartisme. Ensuite, ils disent que le RDPC est un parti démocratique. Mais j'ai envie d'éclater de rire. Mais M. Mboutou était candidat au régional. Mais est-ce qu'il a été choisi? Est-ce qu'on ne lui a même pas donné la possibilité d'aller se présenter à la base? On a vu l'élection à la mairie de ville ici à Douala. C'était la démocratie. Où on a empêché à des candidats en interne de postuler. Il parle de démocratie. Le RDPC est tout sauf un parti démocrate. Le RDPC est un parti de la dictature. Il faut que ce soit clair. Et c'est pourquoi nous disons à chaque fois que nous ne pouvons pas prendre ce qui est noir, essayer de faire croire qu'il est blanc alors qu'il est noir au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est de repenser la politique au Cameroun, pas seulement pour le RDPC, mais toute l'opposition. Eric a parlé tout à l'heure du code électoral. C'est pas seulement le code, c'est le processus électoral qui est un problème, parce que même le mode de désignation des membres du conseil électoral, délécam, etc., c'est tout le processus électoral qui est remis en cause. On vient à l'Assemblée nationale, on vous dit que voilà le code électoral. L'Assemblée nationale a déjà les colorations politiques, puisque c'est les partis politiques qui investissent les candidats. On n'a jamais demandé au peuple qu'est-ce qu'il veut comme mode de scrutin pour la désignation, comme mode de scrutin et les lois à mettre sur pied pour la désignation de ses représentants. Non. Donc le RDPC est un parti qui fait son dictat. Il ne faut plus dire que le RDPC est un parti démocrate. Surtout quand on a soi-même été rejeté au régional, on n'a pas eu l'occasion de se présenter à la base. Merci. Oui, vous avez le temps de répondre à tous les trois. Vous savez, on passe à la prochaine étape. Vous savez, Dipita, je suis étonné que je suis sur le plateau et qu'on parle de mes problèmes
avec mon parti à ma place, c'est incroyable. Bon, voilà. Donc, il a dit si j'ai pas, non, il a dit si j'ai pas, si j'ai pas été choisi, je voudrais rappeler à M. Youm que j'ai régulièrement été candidat. Et comme nous sommes dans un système démocratique, on a préféré un autre candidat. Vous croyez qu'il y aurait eu démocratie dans le... Vraiment, je vous ai laissé vous exprimer. Vous croyez qu'il y aurait eu démocratie au RDP si j'avais été choisi? Il y avait plus fort que moi et le plus fort a été désigné. On l'a choisi en haut. Voilà, c'est de qui vous. Qu'est-ce que vous en savez? Ne parlez pas des choses de mon parti et des choses qui me concernent pendant que je suis là. Arrêtez vos fantasmes. Je voudrais dire que Dipita, je reviens et je précise avec force que le président de la République est un homme de paix, un homme tolérant. Parce que M. Nguepi, qui est en face de moi, il y a quelques semaines, a publié des vidéos où il demandait aux gens à Makepi, Musoka et partout de se soulever contre l'ordre républicain. Donc c'était des actes de subversion. Mais voilà M. Nguepi qui est là sur ce tableau, sur ce plateau. Normalement, dans un pays où il y a de la dictature, dans un pays où il y a restriction des libertés, M. Nguepi ne serait pas assis là. Avec tous les actes de subversion, avec preuve. Je peux taper ici et vous montrer séance tenant des vidéos de M. Nguepi dans des quartiers de Douala où il demandait aux gens de se lever le 22 et d'aller chasser un président de la République qui a régulièrement été élu par 71% des Camerounais. Ça, c'est la subversion. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, je pouvais rester avec des subversifs sur un même plateau. Mais comme nous sommes dans un parti où nous prenons la tolérance... Heureusement que vous n'êtes pas juge. Nous prenons la tolérance. Pour qualifier, alors, on peut... Mais je vous dis que je peux vous montrer des vidéos. Lorsque quelqu'un va de maison à maison, demander aux gens, sortez, allez dans la rue, allez chasser un président qui a été régulièrement élu, c'est de la subversion. Ce n'est rien d'autre que de la subversion. Alors nous sommes sur ce plateau avec un subversif qui se plaint de ce que le Cameroun est un pays de dictature, alors qu'il a posé des actes qui sont répréhensibles. Mais la tolérance qui encadre l'environnement politique RDPciste fait en sorte que le voilà qui est laissé libre. Quitte à ce que, le moment venu, que la justice, qui est une justice pour tous au Cameroun, qui est une justice dont le peuple camerounais a confiance, s'en charge de ces cas de subversion. Mais je remarque quand même que... Obligé de lui redonner la parole. Je remarque quand même que si nous, dans le RDPC, nous avions été des intolérants, nous avions été des dictateurs, je me serais levé dès que j'ai trouvé M. Nguepi sur ce plateau, mais le voilà, je suis assis en face d'un subversif. C'est une marque de tolérance. D'accord. Oui, je vais dire, tout à l'heure, je n'ai pas de dictature. Je vais aller plus loin du totalitarisme. Le totalitarisme, c'est un système où on veut contrôler les pensées des individus. Je vais encore croire que nous sommes dans une démocratie, mais pourquoi cela? Quand on voit la réaction de mon companiste du RDPC sur ce plateau, qui estimerait qu'Alès Nguepi, parce qu'il aurait fait une vidéo demandant, sensibilisant les gens à ne pas à manifester le 22, serait un crime. Je vais lui rappeler que son gouverneur a fait pareil. Son gouverneur, le gouverneur du littoral, a réuni les Benskinners à Bonanjo, alors qu'il lui-même a bravé sa propre loi, son propre arrêté qu'il a mis sur pied. Quand ce gouverneur a bravé cela, est-ce que M. Boutou s'est insurgé cela? Non. Il a appelé les Benskinners à marcher. Il a réuni les Benskinners à Bonanjo, à Mondovision, où il a demandé de ne pas manifester. Ce qui veut donc dire, alors qu'il y avait une interdiction, parce que dans l'intention classée dans son arrêté, il dit pour cause du coronavirus. Mais on a vu les Benskinners sans le port de masque. Ils étaient plus de 50. Ils étaient plus de 50, plus de 500. Et c'est comme si dans cet esprit totalitaire, on voudrait donc dire que M. Corona a fui parce que le super gouverneur aurait intimé l'ordre de ne pas
de ne pas attaquer les pauvres Camerounais. Donc, voilà un système totalitaire où nous sommes, où M. Boutou est en train de faire croire que Alex Guépi qui demande aux gens d'aller manifester. Non, permettez-moi, c'est le contrôle de pensée. C'est le contrôle de... Parce qu'il a qualifié les faits. Il a traité ça de subversion. Donc, il a qualifié les faits, alors qu'il n'a même pas qualité de les faits. Et il refuse donc, c'est-à-dire, permettez-moi s'il vous plaît, juste pas interrompu, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait sur ce plateau? Il estime que demander aux gens à manifester est un crime, c'est une subversion. Ne vous arrêtez pas de manifester pour chasser un président régulièrement élu par les Camerounais. Ne vous arrêtez pas, parce que vous galvaudez ce que j'ai dit. S'il vous plaît, permettez-moi, c'est un côtois. C'est pas une chance d'idée. Allez-y. Ok, donc il estime que demander à manifester est un crime, et demander aux gens de manifester pour le maintien d'un président n'est pas un crime. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque les jeunes ont manifesté en France, ils ont demandé à Macron de quitter le pouvoir. Ça n'a pas été un crime. Ils nous ont laissé manifester, ils sont fatigués. Mais au Cameroun particulièrement, vous demandez aux gens de manifester parce que vous n'êtes pas en accord avec votre gouvernant, ça devient une subversion. Je voudrais bien que nous restions dans les principes démocratiques, monsieur. Si Alex Guépi n'est pas en accord avec notre gouvernant, c'est son droit le plus ultime et c'est le droit de chaque Camerounais de demander à M. Biapol de quitter le pouvoir. Tous les citoyens ont ce droit, à moins que vous me dites sur ce plateau que dans un régime totalitaire, que nous sommes en plein régime totalitaire, alors ce n'est pas possible. Mais si nous sommes en démocratie, vous ne devez même pas vous offusquer. Et je me rends compte encore, une fois de plus sur ce plateau, vous venez de confirmer à mon de vision que nous avons une justice aux ordres. Non seulement vous osez qualifier les faits sans avoir aucune compétence, mais vous osez également dire que j'aurais dû être mis aux arrêts. Donc je voudrais, M. Boutou, si vous estimez que ma déclaration n'était pas exacte, saisissez le juge. M. Boutou, vous saisissez le juge, laissez le juge. Nous sommes dans un débat d'idées. Et j'ose croire... Mais le débat pour c'est interactif. Hein? J'ose croire que vous n'allez pas continuer à prouver que nous sommes dans une dictature. J'ose croire que vous n'allez pas continuer à démontrer au peuple camerounais que nous sommes dans un système totalitaire. Cette façon de vouloir contrôler la pensée des citoyens n'est pas bonne. Nous sommes des démocrates et nous pensons que chaque citoyen est libre d'exprimer son opinion. Et c'est maintenant à l'ensemble des citoyens, parce que c'est un contrat social qui nous unit, nous tous, c'est à l'ensemble des citoyens, bien après, de choisir vers quel courant de pensée est-ce qu'ils vont se diriger. Merci. Chacun tout à l'heure a essayé de créer le contexte, la situation sociopolitique actuelle. Autre question, selon vous, quelles en sont les causes? Qu'est-ce qui aujourd'hui justifie que le Cameroun est dans la description que chacun a essayé d'apporter tout à l'heure, Paul? Bon, vous savez, dans la crise, la crispation sociopolitique actuelle, parce qu'on ne peut pas parler des crises du moment où les institutions fonctionnent. Donc dans la situation de crispation actuelle, il ne faut pas oublier la crise anglophone, parce que c'est un problème politique qui se pose, c'est un problème auquel nous devons tous répondre de manière collégiale. Je voudrais dire d'abord, il y a le processus électoral qui est un problème. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore, on n'a jamais, je dis bien jamais discuté du code électoral. On est venu, le gouvernement a fait un projet de loi, il est venu la déposer à l'Assemblée nationale, il a dit voilà le code électoral. Ça veut dire que les partis politiques, la société civile et même les citoyens lambda qui doivent donner leur avis, parce que c'est le peuple qui élit les dirigeants. Ça veut dire que c'est le peuple qui lui-même définit le mécanisme d'élection. Et ce peuple doit être consulté. Il peut être consulté soit par référendum, soit via les partis politiques. Malheureusement, quand on va à l'Assemblée nationale, l'Assemblée a déjà une coloration qui est déjà celle d'un parti politique et qui est au gouvernement. Ça veut dire que c'est un parti politique qui a donné son diktat sur le code électoral. Deux, vous avez la violation flagrante des lois. C'est un secret pour personne que le Cameroun est un pays où les lois sont des loisirs, comme dit un certain chanteur. Et quand vous avez un contexte comme ça, vous ajoutez à cela un contexte aussi social. Je prends l'exemple, nous sommes à la rentrée actuellement. Savez-vous qu'il y a un lycée de la place où actuellement on demande pour les appels 300 millions pour la construction de 500 de classes. Même le Hilton, 5 suites aménagées au Hilton ne valent pas 300 millions. Tout ça participe. C'est réel cela? Je vous dis, c'est réel. Je vous dis un lycée. Non, je vous dis un lycée ici à Douala.
Et je vous dis, et c'est des choses comme ça qui participent toujours à la crispation du climat politique. Parce que la politique n'est que, en fait, ce n'est que le reflet du contexte social. C'est ça la scène politique. Et dans ce contexte social, les Camerounais ont beaucoup de difficultés, les difficultés de logement, etc. Et qu'on ne vous donne même pas la possibilité de vous exprimer, de dire votre ras-le-bol, toutes les manifestations sont au Cameroun interdites. S'il s'agit de manifestations pour barrer les voies et crier aïe pour un parti politique, vous avez l'assentiment. La preuve, Nguepi a parlé tout à l'heure, le gouverneur avait pris une décision d'interdire toute manifestation non déclarée pour le coronavirus. Mais le même gouverneur a reçu plus de 500 B5 à ses services à Bonanjo. Est-ce que dans un tel contexte, vous voyez que même ceux qui sont censés incarner la République, refléter l'état de droit, sont ceux-là même qui violent encore la loi? Et quand vous êtes dans un tel contexte, même si vous voulez vous exprimer pour dire non, il faut que nous revenions dans le cadre de la République, il faut que nous revenions nous exprimer. Nguepi a dit, eux, ils ont marché pour dire qu'ils vont chasser un président. Je rappelle que malgré tout ce qu'on dit, ce président a été élu, investi par le Conseil constitutionnel à l'Assemblée nationale, reconnu par les Camerounais, par ces pays, par la communauté internationale. Si nous, aujourd'hui, nous disons que nous devons aller le chasser, demain, les militants du RDPC iront chasser tous les maires de l'opposition et nous allons être dans une société anarchique. On ne peut pas construire un pays dans le désordre. C'est ce que nous devons comprendre. Mais cela ne veut pas dire que nous légitimons ce qui se fait. Cela veut dire que nous devons trouver les mécanismes de réflexion de manière commune, de manière intelligente, pour pouvoir sortir de cette situation sans qu'il y ait un bain de sang. Et je voudrais dire, pour chuter par là, que tant que ceux qui gouvernent ne comprendront pas qu'il n'existe pas de pays au monde où les dirigeants ne conjuguent pas avec leur opposition. Partout ailleurs, on voit le président de la République qui reçoit officiellement ses opposants pour parler des problèmes de la nation. Ailleurs, il y a le statut de l'opposition. Au Cameroun, ça n'existe pas. On fait tout ce qui peut permettre au Cameroun d'avancer sur le plan démocratique, de ne pas avancer. On prend les institutions, on les crée. Certes, on va créer les conseils régionaux. C'est une très bonne chose puisque c'est le parachèvement, la décentralisation comprise dans la Constitution de 96 qui est issue de la tripartite de 91. Mais la question qui reste, c'est le contenu, les pleins pouvoirs. Les maires ont quel pouvoir pour agir sur le terrain? C'est toutes ces questions qui créent ce climat de crispation sociopolitique. Et quand il y a encore la violation des droits et des libertés, cela crée tout un cocktail Molotov. Et c'est là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Il y a pire encore, le plus grave danger, c'est le tribalisme, le repli identitaire dans lequel notre pays se trouve. Parce que quand vous avez un sujet aussi délicat que celui-là dans un pays qui a plusieurs compositions ethniques, chrétiennes, religieuses, etc., vous avez là tous les ingrédients pour qu'il suffise juste qu'une goutte d'eau déborde pour qu'on ne puisse plus se rattraper. Et je rappelle, et je dis encore, la crise anglophone fait partie du principal problème politique au Cameroun que nous devons penser à résoudre. Eric, sur les causes de la situation que vous avez décrite tout à l'heure en contexte. Oui, justement, les causes déjà de façon globale, c'est la mauvaise gouvernance du RDPC. On pourrait aller, je vais aller progressivement et vous allez comprendre pourquoi. On parlait tout à l'heure de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Boko Haram et le reste. Dans l'extrême nord, le terreau sur lequel Boko Haram vit, c'est la pauvreté des populations. Je tiens quand même à vous dire ici qu'il y a eu un plan de construction des régions, de la région de l'extrême nord, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été appliqué. Parce que la solution militaire face à une crise sécuritaire liée au terrorisme n'est pas une solution qui va tenir sur la durée. Il est important que les Camerounais puissent, comme dit souvent notre premier vice-président, il n'y a aucun enfant qui a quitté MTN, Orange ou bien sans publicité, a quitté un emploi pour aller rejoindre Boko Haram. Pour ce qui concerne le Cameroun, non. Ce sont des personnes qui sont incapables d'avoir 100 francs, d'avoir 200 pour manger un morceau de pain, qui sont allés rejoindre Boko Haram. Donc il est important que l'une des causes, c'est justement la situation économique de notre pays où les jeunes, pour la plupart, n'ont pas accès à l'emploi, n'ont pas accès au logement, n'ont pas accès aux services sociaux de base. Donc il est important et c'est lié justement à l'incompétence du gouvernement RDPC. On a pris la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle est liée également déjà à l'incompétence du gouvernement RDPC parce que n'oubliez pas qu'il y a
un certain nombre de choses qui auraient dû être faites. Il y a des signaux qui ont été envoyés. Je vais citer quelques-uns. Il y a l'ancien Premier ministre, M. John Gufoncha, qui a fait une sortie, je crois que c'était en 92, pour attirer l'attention du gouvernement, de l'État, sur la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où il sentait qu'il y avait un certain nombre de relents qui montaient. Il faut noter qu'en 1997, le SCNC a lancé un certain nombre d'opérations pour justement poser le problème des anglophones. Malheureusement, le RDPC les a reprimés. Ils sont allés à la Cour africaine, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et en 2009, ils ont rendu une décision qui demandait à l'État du Cameroun de s'asseoir avec ces Camerounais pour échanger sur comment faire pour éviter que ce qui était arrivé en 1997 ne se reproduise plus. Plus proche de nous, le député, lui, député du SD, lorsqu'il a, et le discours est là, lorsqu'il s'est rendu compte, justement, de la précédente législature. Oui, justement, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de tensions qui étaient palpables, il a pris son véhicule, il est allé à Yaoundé, où il a rencontré un certain nombre de responsables du RDPC, notamment le ministre des Enseignements supérieurs, M. Famdongo, qui lui a dit que les anglophones sont comme un morceau de sucre dans la mer. Donc, c'est cette arrogance, c'est cette incompétence et cette mauvaise gestion. Et vous étiez là quand... Vous aurez la parole après, mais je vous en prie. Joseph. Non, il y a des choses que c'est difficile. D'accord, mais prenez votre mal en patience. Ce sont des faits. Ah, des faits. Allez-y. Donc, il est important justement de comprendre que c'est cette arrogance, cette volonté de ne pas écouter les Camerounais qui nous met dans cette situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Maintenant, il y a la crise politique liée notamment à la question du processus électoral. Tous les acteurs politiques, comme je disais tout à l'heure, sont d'accord que notre système électoral n'est pas bon. Et même Elekam, dans son rapport de 2019, dans son dernier rapport, a estimé qu'il y avait un certain nombre d'éléments à modifier. Moi, je vous prends un cas simple. On est en train d'aller au régional, c'est vrai, on dit que c'est le parachèvement de la décentralisation, sauf que on a convoqué le corps électoral des régionales, le collège électoral des régionales, alors que le contentieux des municipales n'était pas vidé. Or, ce contentieux, on aurait pu le garder jusqu'en 2025. Et les juges seraient dans leurs droits. Or, il est important que, lorsqu'on a fait une élection municipale, s'il y a un problème, que les élections soient qu'il y ait un délai, par exemple, pour reprendre les élections, de telle sorte que le maire qui est là n'a pas une épée de Damoclès sur sa tête et qu'il puisse travailler objectivement, qu'il puisse avoir les coudées franches. D'accord. Et, pour finir, sincèrement, c'est la fourberie du RDPC qui est également un autre problème. Quand il parle de fourberie, la dernière fourberie, justement, c'est ces élections régionales. Il faut noter qu'on est en train d'aller aux élections régionales alors que on a voté en novembre 2019 le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui a besoin pour sa mise en œuvre de près de 33 décrets d'application et même de d'autres lois, notamment dans le cadre du statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a une partie qui est liée, il faut une loi pour les questions liées à l'éducation et une loi pour les questions liées à la common law. Ces lois ne sont pas encore votées. Malheureusement, on est en train d'aller à des élections. Des personnes seront élues, mais ils ne seront pas opérationnels. C'est-à-dire qu'on aura des conseils régionaux qui n'auront pas le cadre légal dans lequel il va falloir qu'ils se déploient. Par conséquent, on va se retrouver après 6 mois, 1 an, avec des personnes qui vont consommer l'argent du contribuable, mais seulement qui ne pourront produire aucun résultat parce que la législation ne le permet pas. Joseph Moutouzé, en remettant la même question pour essayer d'évaluer les causes du contexte actuel dans lequel nous sommes, j'ajouterais que, est-ce que vous ne pensez pas que cette situation pourrait encourager l'épanouissement des extrémismes? Dipita, le véritable problème de partis politiques de l'opposition, c'est leur incompétence. Lui parle de
l'incompétence du RDPC. Moi, je voudrais parler de l'incompétence globale des partis d'opposition du Cameroun. Parce que, voilà des partis politiques où on ne voit véritablement aucune activité d'éducation citoyenne, aucune activité de mobilisation. Quand vous interdisez toutes nos manifestations, vous voulez qu'il y ait une activité? Aucune activité de mobilisation partisane. Des partis qui se réveillent lorsque on commence à évoquer l'élection. Au RDPC, la particularité du RDPC, c'est que chaque semaine, il y a au moins un comité de base quelque part au Cameroun qui s'assoit et qui réfléchit pour le développement du Cameroun. Voilà un parti comme le SDF qui a quand même eu 30% de l'élection présidentielle de 1992, qui a eu aux élections législatives qui ont suivi 68 députés. Non, c'était l'UNDP. SDF c'était 43, son plafond 43, 47. 68 c'était l'UNDP. Voilà, 43 députés. Ça ne change en rien ma démonstration, qui ont quand même eu 43 députés. Et voilà donc ce parti politique aujourd'hui qui s'est ramené à ne même pas avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Or, il me semble que lorsque les élections de 92 et toutes celles qui ont suivi se sont organisées, il n'y avait même pas les CAM. Il y avait ONEL 1, ONEL 2, et eux, ils étaient les premiers à dénoncer le fait que l'administration faisait partie intégrante du processus électoral. Ils estimaient à ce moment-là que c'était le pire. Mais je suis quand même étonné qu'à ce moment-là, ils ont quand même réussi à faire des bons résultats. Mais aujourd'hui, ils sont totalement dissous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont mis aucune stratégie de développement en place. Le rôle d'un parti politique n'est pas de venir sur les plateaux de télévision et dans les différents médias pour insulter le RDPC. Asseyez-vous, travaillez en interne, trouvez des stratégies qui vous font avancer. Comment faites-vous pour avoir de meilleurs résultats avec ONEL et pour avoir des pires résultats avec les CAM? Mais vous pouvez nous expliquer ça comment? Alors qu'avec les CAM, la loi s'est considérablement améliorée. Aucune loi au monde n'est totalement parfaite. Même quand on va vous donner le bon Dieu comme président de l'ECAM, vous aurez toujours à redire. Moi, j'invite les partis politiques de l'opposition de se mettre résolument au travail, de convaincre les Camerounais, parce que c'est chaque Camerounais qui adhère, qui fait l'électeur et qui vous permet de gagner une élection. Ce n'est pas des mouvements d'indiscipline, des incitations à la révolte, qui va faire en sorte que vous améliorez vos scores pendant qu'il y a les élections. Allez-y, mettez-vous au travail. Lorsque nous sommes dans un environnement où on organise une élection présidentielle et que l'ensemble des partis de l'opposition, si nombreux qu'ils étaient pour participer à cette élection, n'arrivent même pas à réunir dans les bureaux de vote quelques représentants. Mais si le MSC avait des militants dans l'ensemble des arrondissements du Cameroun, dans l'ensemble des départements du Cameroun, ils auraient trouvé au moins des gens pour les représenter, ne serait-ce que dans les bureaux de vote. C'est des indicateurs fort probants qui montrent que vous n'avez pas de militants. 25 000, il faut 25 000. Vous êtes des partis, vous criez fort, mais vous n'arrivez même pas à avoir 25 000 personnes qui peuvent vous représenter dans les bureaux de vote. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est des indicateurs qui montrent manifestement que vous n'avez pas de militants? Le RDPC a déployé sa stratégie au quotidien pour vendre son projet. D'accord. Et autour de ce projet, les Camerounais se sont
agripper, adhérer de façon massive. Le RDPC a les militants qu'il mérite. Et ces militants donnent la victoire au RDPC. Lorsque vous allez pouvoir porter des projets, porter une parole publique qui peut capter les militants vers vos partis politiques, vous n'aurez même pas besoin de parler du code électoral. D'accord. Alex, avant peut-être de vous donner la parole, prenons ensemble cette information qui tombe à l'instant, la libération de Éric Ngoulet, notre confrère de l'équipe d'Afrique Informe, qui avait été interpellé au cours de la matinée du 22 septembre et gardé à vous auprès des services de la délégation régionale de la police judiciaire du littoral, alors qu'il couvrait pour le compte de son média les marches initiées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et certaines organisations politiques alliées, a donc été libéré ce soir même, et l'occasion est offerte par ce média de remercier toute l'équipe du syndicat national des journalistes du Cameroun qui s'est mobilisée grandement pour la libération de ce confrère. Alex, les causes pour vous sont lesquelles? Bon, comme cause, hein, je vais parler d'abord de système politique, hein, des formes de gouvernance. Je vais dire, dans un État, en principe, hein, dans des systèmes très durs, nous avons plusieurs formes de gouvernance. La dictature, tout à l'heure j'ai expliqué ce que c'était une dictature avec M. Zemmour. On a le système autocratique. Hein. C'est une forme de gouvernance qui tire son pouvoir d'elle-même. D'ailleurs, M. Boutou sur ce plateau vient encore une fois de plus de nous le réitérer quand il parle de l'ECAM. Hein, quand il estime que Onel n'était pas très bien, que l'ECAM serait meilleur. Et quand il parle des 25 000 représentants qu'il faudrait avoir dans chaque bureau de vote. Donc, un système autocratique, c'est quoi? Donc, c'est comme tantôt j'ai fait savoir, c'est un système qui tire son pouvoir d'elle-même. Par exemple, M. Boutou, l'ECAM dont vous semblez tellement vanter, c'est de suite conseillé. 15 sont en apparenté au RDPC. Et c'est l'ECAM qui organise les élections. Sur les juges constitutionnels, vous avez 10 sur 11 qui sont apparentés au RDPC. La preuve, le dernier juge constitutionnel nommé n'a pas encore démissionné du RDPC, du comité central. Il est toujours en poste. Donc, voilà un système autocratique. Et quand vous venez ici, là, nous faire comprendre sur ce plateau qu'il faudrait avoir forcément 25 000 personnes dans les différents bureaux de vote afin de rassurer ses résultats, je suis très surpris. C'est même croire que vous semblez ignorer le code électoral. Le code électoral camerounais, il est conçu de manière à ce que sur tous les représentants, par exemple la dernière élection présidentielle, vous devez avoir dans un bureau de vote 10 personnes, 10 représentants, 11 représentants. Chaque parti politique a un représentant. C'était 9 en principe. Vous avez le représentant de l'État et le représentant de l'ECAM qui sert lieu de président du bureau de vote et qui fait la police du bureau de vote. Est-ce que le fait que les partis politiques aient des représentants devrait garantir l'impartialité ou bien devrait garantir les résultats sortis des urnes? C'est une raison pour ne pas en avoir. Monsieur Boutou, permettez-moi s'il vous plaît. Est-ce que ça devrait garantir? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que dans ce coup électoral, on dit seuls les PV de l'ECAM tiennent foi. Ça veut donc dire que les 9 autres représentants, les 10 autres représentants deviennent des valseurs. Ils sont là pour ne servir à rien. Même s'ils ont les 25 000 mandatés dans les différents bureaux de vote. Puisque le PV n'est pas utile. C'est le coup électoral qui le dit. Non. Donc pour que votre raisonnement tienne, il aurait fallu, comme de dans le coup électoral, un process qui aurait permis que les PV des représentants de partis politiques puissent tenir. Maintenant, je ne vais même pas m'atteler sur les 9 représentants par bureau de vote pour le cas d'élection présidentielle. Tiens, vous dire, si nous sommes dans une démocratie, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le juge, pourquoi est-ce que le législateur a permis qu'il y ait un représentant de l'État et l'ECAM. Et l'ECAM, c'est une entité qui organise l'élection, n'est-ce pas? Le rôle du représentant de l'État est là pour représenter le peuple camerounais, l'administration camerounaise. Et il est impartial, ce représentant de l'État. Il est impartial, il est neutre. Cela suppose quoi? Même si un parti politique n'a pas de représentant dans un bureau de vote, rien qu'avec le représentant de l'État, ce parti politique peut avoir accès à ces PV. Parce que les PV qui sont en train d'être mis à disposition des sous-préfets peuvent être consultés par tous les citoyens camerounais, à tout moment qu'ils les décident. Mais dans une dictature, ces PV-là ne vont servir qu'au parti
au pouvoir, le RDPC. C'est une parenthèse. Maintenant, c'est une parenthèse, si vous me permettez. Pourquoi est-ce que nous sommes là à nos jours? Nous sommes à nos jours parce que dans un État, effectivement, il faudrait qu'on fasse prévaloir les conditions économiques des citoyens. Parce qu'au Cameroun, vous voyez, la politique économique du RDPC est un échec. C'est un échec crucial. Nous sommes là à débattre sur les droits de l'homme, sur les droits fondamentaux. Mais nous semblons oublier le bien-être des Camerounais. Est-ce que le RDPC, est-ce que quelqu'un sur ce plateau peut nous dire que tout se passe bien dans ce pays? Je pense que non. Est-ce que les Camerounais ont accès à l'eau et à l'électricité? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des infrastructures routières dans ce pays? Je ne pense pas. Donc, il faudrait donc, pour une fois dans ce pays, qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se dise, sur le plan économique, pour ne pas parler du plan politique, tout a échoué et tout est à refaire. Si vous vouliez identifier des causes de cet échec, c'est un problème de mal-gouvernance. Et comme c'est un problème de mal-gouvernance, ça voudrait donc dire que la responsabilité incombe entièrement au parti gouvernant, qui est le RDPC, et au plus haut lieu, à son président. Parce que vous n'avez pas su mettre sur pied des politiques, vous n'avez pas su implanter des politiques qui devraient permettre de mieux gérer la cité, afin que les Camerounais puissent avoir le bien-être. Nous sommes carrément là à continuer à débattre que tel ou X, Y ne devrait pas être arrêté, tel devrait être libéré. C'est un peu malsain. Pour lui, je voudrais réagir. Je voulais déjà dire, je ne jette pas en bloc ce que Joseph Heneboutou a dit hier. Parce qu'il faut que l'opposition elle-même fasse son introspection, ça c'est clair. Mais je veux lui dire, c'est facile, quand il est à la place du RDPC, de dire ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que les gens de l'opposition dans ce pays subissent les intimidations, les menaces. C'est pour dire que pour militer dans l'opposition au Cameroun, il faut avoir un sacré courage. Ça, c'est ce qu'il ne dit pas. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'ils ont avec eux l'administration qui se transforme en un parti, qui prend parti pour un parti politique. Et ça, ce n'est pas admissible. Ensuite, je voudrais dire à Nguépi que la loi, le texte, l'article qui dit que le PV l'ILECAM fait foi, ce n'est pas une mauvaise loi. Ce n'est pas un mauvais article. L'article n'est pas le problème. Parce que quand vous jouez un match, il y a un arbitre qui est ILECAM. Et il faut bien qu'en cas de contestation, quelqu'un donne la décision, c'est ILECAM. Donc normalement, quand des partis politiques ont des PV différents, il faut que ce soit le PV ILECAM qui soit le plus fiable. Le problème est plutôt sur la suspicion partisane des membres de l'ILECAM. Voilà où il y a le problème. Parce que si les membres de l'ILECAM, nous n'avions pas de suspicion, nous étions convaincus que l'ILECAM est neutre, personne n'aurait contesté le PV de l'ILECAM. Je crois que tu es d'accord avec moi là-dessus. On conteste le PV de l'ILECAM parce que l'ILECAM nous donne tous les ingrédients d'une institution partisane, dans la mesure où ce sont les membres du RDPC qui sont nommés par le président de la République. La loi dit qu'il doit consulter les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Il ne consulte pas, on voit seulement les décrets qui sortent. Donc il choisit les gens qu'il veut et tous viennent de son parti politique. C'est pourquoi on pense que l'ILECAM est partisan. Dès lors que l'ILECAM est partisan, donc même son PV devient problématique. C'est plutôt au niveau de l'ILECAM qu'il faut voir. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache une chose. Si en 92, il y a une cinquantaine de partis politiques qui se sont réunis, cela veut dire qu'il y avait quelque chose qui rassemblait les Camerounais à ce moment, avec la société civile. Ce quelque chose-là, c'est ce qu'il faut rechercher aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu rassembler tous ces Camerounais en 92? C'est ça qu'il faut rechercher aujourd'hui. Il faut faire honnête cela, ramener cela. Et la question se pose. L'opposition elle-même, nous qui sommes de l'opposition, nous assumons être de l'opposition, nous ne nous cachons pas. Nous qui sommes de l'opposition, est-ce que nous dialoguons encore? Non, on ne se parle plus. L'opposition ne se parle plus. J'ai dit tout à l'heure que le pouvoir ne discute pas avec son opposition comme ailleurs. Mais au Cameroun, même l'opposition elle-même ne se parle plus. Vous avez les nouveaux arrivés qui sont les Messi, les Ronaldo. Ils croient que c'est eux ils savaient que la politique a commencé. Vous avez ceux qui sont anciens qui vous disent que non, c'est la voiture qui entre dans l'avion, etc. Et nous devons tous revenir à l'humilité. Pensons au Cameroun parce que pendant que nous nous battons,
les Camerounais sont là, ils sauvent. Le seul moyen aujourd'hui, c'est que l'opposition se rassemble. On n'est pas obligé de créer un parti unique, mais on est obligé de dialoguer sur un certain nombre de questions, notamment la question sur le processus électoral, la question sur les droits de l'homme, la question sur les problèmes sociaux. Et tant que nous n'allons pas comprendre ça, nous de l'opposition, nous n'allons pas être humbles, discuter autour de la table, savoir ce qu'il faut pour les Camerounais, comme les autres ont fait en 92, il faut savoir imiter au bon exemple. Moi, j'ai la chance, par exemple, de partager tous les jours avec mon président Samba l'histoire, parce que je ne suis pas iconoclaste, je sais qu'il y a des gens qui étaient là avant nous, j'apprends chez eux, je prends leur histoire, je prends leur expérience et je vois. Parce que si vous commencez à marcher aujourd'hui, vous ne partez pas voir les anciens qui, eux, ont vécu, qui ont eu des problèmes. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous êtes obligé de travailler sur cela, qui ont l'expérience. Sur là, ces anciens partis, c'est le SDF, c'est l'UDC. Le MSC est venu, le PCN est venu. Tout ça, c'est une bonne chose. Mais ils ne doivent pas venir pour éteindre les anciens, ceux qui existaient. Non, ils doivent venir pour conjurer avec cela, pour renverser ce pouvoir. Parce que le changement dans ce pays ne passera que lorsque l'opposition sera à nouveau concertée. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, on va interroger. Vous voulez rebondir? Non, oui, je voulais dire juste une chose. Toujours à l'endroit de... Non, c'est dans le débat. Okay. C'est-à-dire que tout à l'heure, il faut noter que contrairement à ce que le RDPC veut faire croire, les Camerounais ont désavoué. Permettez-moi de dire ça comme ça. C'est juste que la majorité silencieuse a décidé de croiser les bras parce qu'ils ne font pas confiance au processus. Sauf si cette majorité silencieuse se confond à ceux qui soutiennent dans le RDPC. Rassurez-vous, ce qui se passe, c'est que beaucoup parlent au nom du peuple, au Cameroun, forcément... justement, moi je vous donne des chiffres. D'accord. Le potentiel électoral au Cameroun, c'est 12 millions de personnes. Ça, c'est le potentiel électoral. Sur la base du chiffre de notre population et des ratios qu'on a dans les pays qui sont au même niveau de développement que nous. C'est 12 millions de personnes. Ceux qui sont inscrits, c'est environ 7 millions. Et ceux qui votent, c'est 3 millions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est le quart du potentiel électoral qui fait confiance au processus électoral. Tout à fait. Donc, les 3 quarts, les 75% des Camerounais qui ne font pas confiance au processus électoral ont décidé de croiser les bras et d'attendre un jour hypothétique où les choses vont s'améliorer. De croiser les bras et d'accepter le choix du cas qui participe. Malheureusement, c'est aussi ça la démocratie, voilà. Mais seulement c'est ça la réalité. Alors. Donc, il est important justement qu'on ait un processus électoral qui favorise la participation, qui permette à tous les Camerounais de participer au processus en ayant confiance au processus. Lorsque vous allez à une élection où, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on pose des requêtes pour l'annulation des élections, et ceux qui viennent témoigner pour le RDPC, c'est Elekam et l'armée. Vous croyez sincèrement qu'il faut faire confiance à ce type de processus électoral? Non. Tout simplement parce que même ceux qui sont supposés être neutres sont partisans. Donc, il est important pour notre processus électoral que nous ayons des règles consensuelles qui permettent que les Camerounais aient confiance au processus et y participent. C'est important pour tout le monde. Oui, rapidement aussi, Dipita, j'ai entendu beaucoup de choses sur ce plateau. J'ai ici, devant moi, le classement 2019 des pays africains pour ce qui est de l'indice de développement humain. Est-ce que c'est ça? Non, parce que écoutez, parce que l'indice du développement humain mesure le taux de pénétration de l'éducation, de la santé et du revenu moyen par habitant. L'Afrique a 54 États. Sans que le Cameroun soit le premier, je vais vous donner sur les 54. On est quand Laissez. Je vais vous donner sur les 54 le classement du Cameroun. Voilà, le Cameroun sur les 54 est 20e. Et voilà. Devant nous. Le Gabon est devant nous. Est-ce que vous pouvez me laisser aller jusqu'au bout? Vous allez commenter après, laissez-moi aller jusqu'au bout. Et je voudrais vous rappeler que le Cameroun, parce qu'il y a des noms des pays que j'ai entendu prononcer ici. Oui. Je vous rappelle que vous avez prononcé le nom du Sénégal ici. Le Sénégal est 33e. Oui. La Côte d'Ivoire est 32e. Dans ce pays, on nous parle tellement du Rwanda. Le Rwanda est 24e. Voilà. Donc moi,
voudrais vous dire que... Tu as vu que Cameroun est Non, développé. non, je vous dis l'indice de développement humain. Parce qu'il faut savoir que en économie, dans les théories économiques, la croissance n'influe pas le bien-être des populations. Or, le rôle d'un État, c'est de garantir, c'est de donner le mieux-être aux populations. Et si le Cameroun est devant le Sénégal, devant la Côte d'Ivoire, devant le Rwanda, qui ont des taux de croissance élevés, ça veut dire que le gouvernement RDPC, le gouvernement de la République dirigé par le président Paul Biya, met de l'emphase sur le bien-être du citoyen. Et c'est pour ça, sans avoir le taux de croissance des autres, on a un indice de développement plus élevé que les autres. Le président Paul Biya a en cœur le bien-être des Camerounais. Vraiment, c'est des trivialités sur lesquelles il ne faille même pas qu'on se mette. C'est des trivialités sur lesquelles il ne faille même pas qu'on se mette à ajuster. Et vous savez pourquoi c'est là? Parce que quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, il y a une seule université. Il y a une seule université. Il y a une seule université. Sur le Cameroun commence en 82, c'est ça? Il y a une seule université au Cameroun. Maintenant, nous en avions 9 universités d'État. Beaucoup d'écoles et des centaines d'universités privées. Grâce à l'ouverture, tout cela participe de l'ouverture démocratique et des libertés. Tout cela participe de ça. Et sur le plan de la santé, nous sommes pratiquement au Cameroun en train de doter tous les chefs-lieux des régions des hôpitaux de référence. Et je voudrais vous dire, entre 82 et maintenant, on n'a jamais construit autant d'hôpitaux. L'hôpital général de Douala, l'hôpital gynéco de Yaoundé, l'hôpital gynéco de Yassa. Mais pour vous dire que le président Paul Biya a axé son développement vers des choix qui mettent le bien-être de l'homme, le bien-être du Camerounais en avant. Et c'est pour ça que vous êtes aussi intelligent grâce au système éducatif, parce que je suis persuadé que nous cinq ici, là, nous sortons du système camerounais. Et si vous développez toutes ces intelligences aujourd'hui, c'est grâce à la clairvoyance de Paul Biya de donner des structures d'encadrement, des structures d'éducation aux Camerounais qui font aujourd'hui que des gens une réaction peuvent s'opposer pour lui avec véhémence. On passe à la prochaine. Il reste 2 questions pour... Oui, je vais dire à M. Bouto que quand il parle de l'IDH, en économie, ça ne tient plus la route. Je suis surpris qu'il va parler de l'IDH. Et pourquoi ça ne tiendrait plus? Non, parce que je dis il y a d'autres valeurs qui sont... Tout à l'heure, il a parlé du bien-être. Le bien-être, c'est même ça, en fait, que tous les experts économiques sont en train de dire on devrait plutôt regarder ce côté. Parce que l'IDH, qui veut tellement prendre la référence et qu'il se vend qu'au Cameroun est 20e, je tiens à lui rappeler qu'en 1962, le Cameroun était 10e. Monsieur Bouto. Donc, si le Cameroun a perdu 10 places et que vous venez aujourd'hui nous faire comprendre qu'on quitte du 10e rang en quelle année? En 1962, qu'on quitte du 10e rang, du 10e rang pour la 20e place, c'est une aberration. Je tiens à lui rappeler que M. Biapol, son président, a bénéficié de la bourse. L'État du Cameroun l'a nourri, a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et nous sommes dans l'année 2000. Aucun Camerounais ne peut avoir une bourse. Je tiens à lui rappeler qu'il n'y a pas au Cameroun un système de santé performant. On se rappelle encore de ces personnes qui passent au temps, qui meurent, de cet enfant poignardé et qui a aussi bien de Deido et qui est décédé parce qu'il n'y avait même pas de plateau technique. On se rappelle là, à Maison, où je viens, au niveau de la vallée du Thème, à Tor 1, il n'y a même pas un dispensaire à Tor 1. Monsieur Bouto, quand vous venez parler ici du bien-être de l'IDH comme votre baromètre, quand vous venez parler du bien-être des Camerounais, je ne pense pas qu'au Cameroun qu'il y a du bien-être. Non, sincèrement. Je suis un peu démesuré. Je tiens aussi à vous rappeler, vous avez dit tout cela, mais vous avez refusé de reconnaître que le Cameroun, en termes des pays les plus... des pays dictateurs dans le monde entier, le Cameroun est celui-là qui a fait un recul en démocratie. Le Cameroun. On va interroger le rôle des acteurs dans la démocratie. Le Cameroun n'est même pas parmi les 20 pays africains. Donc soyez un peu mesuré, s'il vous plaît. C'est quoi la source?
Allez-y, Paul. Oui, je voudrais dire, pendant que René Mboutouzé sort ses statistiques, je voudrais dire qu'au Cameroun, il existe ce qu'on appelle l'APE, qui dépasse même la pension. Le président a pu rappeler, vous l'avez parlé de la gratuité des écoles. Est-ce que les écoles sont gratuites au Cameroun? Non. L'APE, c'est quoi? L'APE, c'est la preuve de la démission de l'État dans ses fonctions. Parce qu'un parent paye les impôts. Il peut payer en tant que redevable réel ou légal. C'est-à-dire que s'il est un employé salarié qui paye ses impôts, quand il achète encore le produit de consommation, il paye l'impôt. Il paye l'impôt pour sa sécurité, pour la santé, pour l'éducation. Mais on lui dit qu'il paye encore pour construire les salles de classe à son enfant, alors qu'il a déjà versé les impôts à l'État pour ça. Pendant que René Mboutou le dit, dans la vallée du thème où mon ami Nguepi est, là-bas il y a même un barrage, mais il n'y a pas d'électricité. Pendant que Mboutou est en train de sortir ses statistiques, je veux lui dire que les Camerounais, il manque des millions de logements au Cameroun. Les gens vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Pendant qu'il est en train de sortir ses statistiques, je veux lui dire qu'il y a des zones dans ce pays. Moi, j'ai passé une nuit dans le camp. Parce que entre Yabassi, Yingé et autres, la route est tellement mauvaise. Et il vous dit, il vous sort ces statistiques. Je crois que quand les gens suivent ça à Yabassi, ils ont même envie, s'il avait le chapeau comme le président, peut-être ça sauterait là maintenant. Je veux donc lui dire que M. René Mboutouzé, sachez que les Camerounais souffrent beaucoup actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux. Et vous ne pouvez pas dire que l'indice IDH, ça veut dire que le président fait ceci, le président fait cela. Le président est à son niveau. Mais ce qu'il faut reconnaître avant tout, c'est que vous avez échoué tous, pas seulement le président. Vous tous, vous avez échoué. Et c'est pourquoi nous au Camerounais, vous du RDPC, aujourd'hui... Sauf vous. Non, je dis vous du RDPC. Moi, je n'ai jamais eu de mandat. Je n'étais ni à la présidence, ni d'M. Je n'ai jamais eu aussi. Donc, il faut revoir la politique nationale. Dernière réaction sur la question en une minute. Donc, ce que je veux dire à M. Mboutou, c'est que le Cameroun... C'est vraiment M. Mboutou. L'économie... Dites au moins quelque chose, monsieur. L'économie camerounaise, c'est 90% de l'informel. C'est-à-dire que c'est le Ben Skinner, c'est la Bayam Salam, c'est l'ensemble de ces personnes qui se battent au quotidien. Parce que toutes les mesures que l'État prend, c'est pour les personnes du secteur formel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que M. Biya a prôné la vision 2035. Et dans sa mise en œuvre opérationnelle, il a mis sur pied le DSCE qui devait aller de 2010 qui devait couvrir la période 2010-2020. Il serait important, avant de venir nous citer tous les chiffres que vous citez, que vous fassiez le bilan du DSCE pour pouvoir dire aux Camerounais, voilà ce qu'on a pu réaliser en 10 ans. Parce que les objectifs qui sont contenus dans le DSCE, ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas la Banque mondiale, mais c'est l'État du Cameroun qui a fixé ces objectifs qu'ils ont été incapables d'atteindre. Et maintenant, pour finir... Est-ce que l'environnement était le même entre 2010 et 2020? En 2013, M. Biya a fait un discours le 31 décembre 2013 où il a dit, et là je le cite, qu'ils avaient la boussole. Et la boussole, c'est le DSCE. Et entre-temps, pour booster le DSCE, il y a eu plusieurs plans triennaux pour relancer la croissance. On a eu le plan triennal jeune, on a eu le plan triennal d'urgence. Donc en réalité, c'était pour booster justement le DSCE et permettre d'atteindre ses objectifs. Sauf que c'était des gouffres à sous pour que les amis de monsieur continuent à manger l'argent des Camerounais sans travailler. Donc, ce que je souhaite dire, sincèrement, on a fini avec les ODM, et je finis par là. Hier, on avait les objectifs du millénaire pour le développement. Je tiens à dire, et là, ce n'est pas moi, c'est le ministère de l'économie qui fait le rapport des ODM, et on n'a atteint aucun de ces ODM. Aucun. D'accord. C'est-à-dire que les pays que tu cites à côté là, ils sont déjà devant nous. Je rappelle que le thème, c'est comment décrisper la situation. On y arrive dans quelques minutes. Mais avant, on va essayer donc d'interroger le rôle des acteurs. Au début, on a essayé de faire un état des lieux. On a essayé d'apprécier les causes. Après cet état des lieux-là, maintenant, on va essayer d'interroger donc le jeu des acteurs, les acteurs politiques, économiques, sociaux et tout le reste, pour voir un peu après comment est-ce qu'on peut décrypter. Alex, dans le jeu des acteurs, qui est responsable de quoi? Qui fait quoi? Qui est, chef Haïdi, coupable de quoi? Ben, je veux dire que nous ne serons pas les juges ce soir. Non, on peut aussi se le permettre. Le côté, dans le jeu des acteurs, il n'y a qu'un seul acteur qui est là, derrière, c'est le RDPC et sa machine. Le RDPC et sa machine, ils ont dépassé tous les autres acteurs. Ils sont plus forts que tout le monde. C'est ça la question, parce que quand on est en pleine dictature, ils dictent leur volonté, ils imposent leur volonté au peuple, et le peuple n'a qu'autre choix que de manifester pour sortir là. Donc, ceux qui sont à l'origine, c'est le RDPC
qui est en train de faire tout cela. Quand on se rappelle encore que l'administration, qui devrait être neutre, n'est pas neutre, rappelez-vous, monsieur, vous rappelez que tout récemment, il y a certaines personnes qui ont manifesté, qui ont été arrêtées, mises aux arrêts. On a une vidéo qui circule sur la toile qui est devenue virale, où vous avez des gens qui sont sortis de Djaïlebo, qui ont manifesté. Et quand on voit dans cette vidéo un homme en tenue, des FMO, en train de leur demander de chanter les louanges de M. Biapol, qui est un homme politique, un acteur politique. M. Mobutu aussi n'a pas condamné cela. C'est-à-dire, il a accepté ce fait. Comment est-ce que les FMO, qui sont supposés être neutres et impartials, vont demander à un homme de chanter Paul Biya, Paul Biya? Est-ce que c'est leur rôle? Donc c'est un peu toutes ces choses-là qui dérangent. Quand on a vu par exemple dimanche passé, c'est-à-dire dimanche le 20, si je ne me trompe pas, le RDPC a réuni dans la maison du parti de Bonanjo, les Benskino et leurs militants, sans aucune autorisation. Si je dis bien sans aucune autorisation, ils ont réuni en train de faire quoi je ne sais, et qu'à Ibolova, le 22, le RDPC a manifesté à Ibolova. Personne n'a été interpellé. Voilà les causes, voilà ce que les gens sont en train de faire, voilà ce que le RDPC est en train de faire. Et monsieur, vous trouviez sur ce plateau me menacer parce que je reste sensible, les gens manifester. Mais à Ibolova, on a vu le RDPC, je vous dis, a manifesté à Ibolova. Personne n'est inquiété. Personne n'est mis aux arrêts. C'est-à-dire, on estime qu'au Cameroun, vous devez chanter les louanges de M. Biapol. Là, vous êtes un bon citoyen. Si vous estimez que M. Biapol vous gère mal et que vous plaignez, là, vous devenez un mauvais citoyen. Vous devenez un mauvais citoyen. Monsieur Boutouissi, là, tout à l'heure, est en train de nous faire comprendre que demander à manifester pour demander que le pouvoir, que M. Biapol ne reste plus le pouvoir, serait une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce que dans les principes de la démocratie, la manifestation fait partie de ce que l'ordre ou bien les populations peuvent utiliser pour changer leur gouvernement. Parce que Abraham Lincoln l'a dit en 1861 dans son discours d'investiture. Il dit que ce pays, par exemple, le peuple américain et tout ce qui y vivent appartient aux Américains, et quand ce peuple ne serait plus en accord avec leur gouvernant, ils pourront changer leur gouvernant par des voies d'élection, soit par un soulèvement populaire. Le soulèvement populaire, donc ici, ça va être donc la voie ultime pour les populations. C'est pour éviter... Vous n'allez pas passer les messages de soulèvement populaire. Non, pas ça, pas ce message. Non, bien sûr, pas cela. C'est donc pour éviter cela. C'est une voie ultime pour les populations. Non, c'est en démocratie, c'est le cas en démocratie. Non. Aucune démocratie. Soit clair là-dessus. Permettez-moi. Aucune démocratie ne préconise ou alors ne... J'ai donné une référence. Dans les principes de la démocratie, on prône les mandats courts et à des échéances réguliers. C'est-à-dire 7 ans, par exemple, pour le mandat présidentiel devient long. On prône 5 ans, 4 ans, voire 3 ans, comme dans certains pays comme en Suisse, par exemple, où les mandats sont de 3 ans à 2 ans. Par exemple, on prône les mandats courts. Et pourquoi est-ce qu'on prône les mandats courts? Parce qu'on estime que les acteurs politiques doivent être responsables de leurs actes. Et ils doivent donc, leur responsabilité devrait être jugée par les populations, par le biais des élections. Et c'est pour cela donc que nous, au MRC et d'autres partis politiques, nous disons qu'il faille qu'il y ait une refonte du système électoral. Parce qu'il faudrait que les acteurs politiques qui sont loin de l'option populaire soient véritablement ceux-là que le peuple aurait choisi à travers les urnes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais quand donc un parti politique qui est au pouvoir refuse donc que le code électoral puisse être révisé et que le véritable jeu se joue sur ce plan, ils doivent donc comprendre que la manifestation qui peut entraîner à ce que le régime change devient l'option ultime des populations. Parce que c'est seules les populations qui font la loi, seules les populations ont le dernier mot. Et le contrat social qui lie les Camerounais, il y a un contrat social qui nous lie entre nous. Si M. Dipita, vous, moi et les autres avons accepté de nous asseoir sur ce plateau, c'est parce que nous avons accepté de nous asseoir. Mais on a mis sur pied un contrat social. Maintenant, ce qu'il faut dire quand vous dites que seules les populations font la loi,
il faut préciser que c'est dans un cadre que les populations s'expriment. Bien sûr, Un bien cadre sûr. institutionnel. Bien sûr. Bien programmé, bien prévu. Bien sûr, bien sûr. L'État est la première institution. Hein? L'État est la première institution. L'État est incarné par quoi? L'État est incarné par trois choses. Pourquoi on parle d'État, par exemple? Il faut qu'il y ait un territoire bien connu. Mais jamais le territoire peut être neutre, inerte, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait l'ordre gouvernant. L'ordre gouvernant, c'est généralement l'administration, c'est le parti, les partis politiques, c'est ceux qui sont aux affaires. Mais cet ordre gouvernant représente 0,01% de population. La troisième chose, c'est la population. Donc, les populations sont l'institution première dans un État. Donc, toute institution autre, que ce soit la justice, que ce soit le conseil constitutionnel, que ce soit le pouvoir législatif, exécutif, émanent des populations. Donc, les populations qui sont titulaires de la souveraineté peuvent décider à tout moment de le reprendre. Et l'un des moyens qu'ils peuvent utiliser, c'est une manifestation. Et cela même est un principe de la démocratie. Parce que Dans quelle démocratie je vais vous dire, je vous invite, il y a une charte, Oui, la charte interplanétaire sur la démocratie, rédigée en 1996. Oui, Elle existe, cette charte-là. La charte interplanétaire sur la démocratie. Et ce principe est bel et bien à l'intérieur. Et qu'à tout moment, dans une démocratie, quand un contrat social... Oui, allez-y. Cette charte dit clairement qu'à tout moment, dans une démocratie, le peuple peut se lever et interrompre un mandat. Je vais aller plus loin. Dans la charte des Nations Unies, qui est la charte ultime dans le monde entier, parce que toutes les autres chartes sont en dessous. Toute charte ou toute constitution devrait être en parfait accord avec la charte des Nations Unies. Il est bien spécifié dans cette charte-là que les populations ont droit de 1 à l'autodétermination. Les populations choisissent elles-mêmes leur destin et ce qu'ils jugent bon devient une loi. Personne ne le conteste. Personne ne le conteste. Donc c'est pour dire, permettez-moi. Non, mon problème est dans les procédures. Oui. Est-ce que ce choix est inhilos? Les populations se fâchent un matin et décident que, bon, Paul Biya n'est plus président. Pourquoi est-ce que ces populations... Est-ce que cette loi dit que ces populations s'expriment dans un cadre virtuel, je ne sais pas, qui n'existe pas? J'arrive. Le printemps arabe, par exemple, le printemps arabe, qui s'est soulevé, sont les populations, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que la loi permet qu'elles se soulèvent? Non, est-ce qu'elle permet qu'elles se soulèvent? Quand elles sont soulevées, même au Burkina, quand elles sont soulevées, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est la main ou pas? Mais quand elles sont soulevées, l'autre gouvernement a été mis à plat. Même s'il y a un autre gouvernement qui a émergé, cet autre gouvernement a émergé en accord, en parfaite harmonie avec la population. C'est pour dire quoi? Les dictatures ont peur, les dictatures ont peur de ce choix ultime. Voilà pourquoi est-ce que ils font tout. Vous avez pris des cas. Oui, les dictatures. Vous avez pris le printemps arabe. Oui, je pense que le printemps arabe que tous les mécanismes de défense ou de sécurité ou de, comment on dit ça, du maintien de la paix se sont levés chaque fois que les personnes essaient de marcher. Simplement que dans le, comment on appelle ça, le bras de fer, comment le rapport de force. Dans le rapport de force, les forces de maintien de la paix, les forces de maintien de l'ordre, où les forces de défense et de sécurité ont été débordées. Donc, ce ne sont pas les mécanismes... Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Quand il y a manifestation, ok, le RDPC, par exemple, ils sont en train de faire ils sont en train d'utiliser le terme insurrection pour justifier le fait qu'ils vont arrêter des manifestants et les mettre de manière abusive en prison et qu'ils vont commettre des tortures sur ces populations. Mais je tiens à dire ceci. Lorsque les gens décident de manifester un ras-bol, c'est un droit légitime. S'ils appellent à ce que l'ordre gouvernant puisse être défait, c'est également un droit légitime. Ceux-là qui, par exemple, ont eu 11%, ceux-là qui, par exemple, estiment avoir eu 11%, ne devraient pas avoir peur. Ils devraient laisser les gens manifester et voir si, au bout d'un certain temps, les populations vont survivre ou pas. Là où personne ne conteste ce droit légitime. Mais ce que je dis simplement, lorsque je vais apporter modestement au débat, c'est de dire que cette légitimité est encadrée. Je veux dire que pour manifester,
Vous faites bien une déclaration à un préfet. Par exemple. Le RDPC a fait une déclaration quand il a commencé à Boya, à Ebolova. Non, voilà un cas très simple. Oui, c'est une injustice. Je vous l'accorde. C'est pour dire quoi? Nous sommes liés par un contrat social. Vous comprenez, M. Dipita? Je vous écoutais pendant 5 minutes. Allez-y. 1 minute. Le RDPC a fait sans déclaration. Il a violé la loi. Je veux dire que c'est... Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est été sévi pour cela? Il n'a pas été sévi. Et pourquoi? Non, et pourquoi? Je ne sais pas. Justement, je vous accorde même que le RDPC est complice, ou alors l'administration est complice du RDPC. Je vous l'accorde. Mais ce que je veux dire, c'est que cette liberté à manifester se fait dans un cadre, dans toute démocratie, même aux États-Unis, même en France. Et c'est quoi le cadre? Il y a des lois chez nous. Donc, et si ces lois empêchent les gens de manifester, qu'est-ce qu'on fait? Ben il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours. Donc ces lois existent et un parti politique comme RDPC a le droit de violer ces lois, de manifester. Et c'est justement pour cela que, vous savez, le Cameroun est un système bijural. Hein? C'est-à-dire que vous avez les lois germano-romaines et la common law. Et tu as rappelé que la common law n'est pas de plaider en anglais. La common law, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire la common law vous dit quoi? On ne vous dit pas faites ce que la loi demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais. C'est ce qu'on dit dans les lois germano-romaines. C'est-à-dire, tout à l'heure, il m'a fait comprendre, il m'a fait savoir que parce que les gens ont manifesté à Ebolova, où les gens auraient vu la loi, que nous vont violer la loi. C'est les lois germano-romaines. C'est-à-dire quoi? On veut vous faire comprendre que le juge peut violer la loi, mais vous, le citoyen, vous ne devez pas violer la loi. Mais on semble oublier que la justice est un contrat social qui vous lie, vous et le juge, qui lie l'histoire. Dans le juge, voilà, vous, si vous voulez. Non, ça c'est l'esprit des lois germano-romaines. D'accord. Maintenant, la common law voudrait dire quoi? La common law, c'est quoi? La common law, c'est quoi? Permettez-moi de vous chuter. La common law, c'est quoi? C'est que faites ce que la loi demande de faire. Je devrais aussi faire ce que la loi demande que je fasse. Donc tout le monde doit être en conformité. Et du coup, vous devenez le juge Non, personne n'a le droit de violer... Personne ne doit violer la loi. D'accord. Personne ne peut rompre un contrat. Si une entité rompt un contrat, l'autre entité a aussi le droit de rompre le même contrat. Merci, Alex. Mais malheureusement, au Cameroun, on ne peut comprendre. Il veut créer du désordre. Voilà. Du désordre. Non, je veux dire, Guépi, vous lui avez posé plusieurs questions, M. Député, on comprend. La loi, la constitution du Cameroun et le code électoral accadent la manière dont on vient au pouvoir, dont on se maintient et dont on quitte le pouvoir. Il n'y a aucune loi qui autorise aux gens dans aucun pays au monde de s'élever et de dire qu'ils vont créer le désordre. Vous avez parlé tout à l'heure du rapport de force. Et eux, après la débâcle du 22, Nguépi devait rester calme parce que vous voyez qu'il n'a pas tiré les leçons. Vous n'êtes pas en train de tirer les leçons du 22. Vous devez comprendre que les Camerounais ont dit non à ce qui n'est pas reconnu par les méthodes, les mécanismes institutionnels, M. Nguépi. Maintenant, il a parlé du code électoral. On en a évoqué la question tout à l'heure. Si le code électoral n'a pas été changé, simplement parce que le rapport de force n'est pas en notre faveur, nous de l'opposition, toute loi qui est votée dans un pays, c'est un rapport de force sociale. Si le code électoral n'a pas changé, ça veut dire qu'on n'a pas encore pu imposer le rapport de force. Si on organise une manifestation pour revendiquer un code électoral consensuel, tout le monde sera là. Mais si c'est pour chasser un président qui est élu, si c'est pour revendiquer les victoires prétendues volées, vous serez seul dans votre démarche. Et nous devons parler de ce qui rassemble et non de ce qui divise. C'est pourquoi il y a un certain nombre de discours que je ne partage pas avec nos amis du MSC. Et je voudrais dire, il a parlé du mandat du président de la République. En France, sur les 8 présidents sous la 5e République, de Général de Gaulle à Emmanuel Macron, passant par Georges Pompidou, Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, je voudrais lui dire, il n'y a que 2 chefs d'État là-bas qui ont eu 2 mandats. Sur les 8, il n'y a eu que 2, François Mitterrand et Jacques Chirac. Et c'est pourquoi ce sont les 2 les plus populaires sur la scène internationale. Mais De Gaulle, lui, sur le plan national, il est le plus célébré, le plus populaire à cause de l'histoire, de leur histoire. Et je voudrais dire que quand Mitterrand arrive au pouvoir en 81, si je me rappelle bien, en 81, mai 81. Mai 81, merci. Il fait son premier mandat en 88 et continue jusqu'en 95. Seulement, pendant qu'il fait son deuxième mandat, il naît au sein de la classe politique française, même au sein de la société, une question. Sommes-nous encore en démocratie? Parce que c'est la première fois, François était le premier président français sous la 5e République qui a un deuxième mandat.
Tous ses prédécesseurs n'en avaient pas eu. Et ils avaient oublié que le mandat est de 7 ans. Donc 2 fois, ça faisait 14 ans. Ils trouvaient que 14 ans était long. Quand il part en 95, Jacques Chirac le succède. Jacques Chirac est obligé de faire 95 à 2002. Pendant le premier mandat de Jacques Chirac, tout le monde se dit non. Si quelqu'un doit faire 14 ans au pouvoir, est-ce que ça... Pourtant, il était élu démocratiquement, le processus, il n'y a aucune discussion dessus. C'est comme ça qu'on ramène le mandat de 7 ans à 5 ans. C'est pour ça que vous voyez que Jacques Chirac fait le mandat de 2002 à 2007. Il pouvait être même encore candidat en 2007, puisque la loi n'est pas rétroactive. Mais seulement, il a pris celui, il s'est retiré, et Sarkozy est arrivé au pouvoir. C'est pour dire en Guépi qu'il doit comprendre une chose, qu'il y a le contexte, il y a l'histoire, il y a... Et le rapport de force sociale que j'ai évoqué, tant qu'il n'y aura pas ce rapport de force sociale, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Et je continue à dire, nous de l'opposition, je parle particulièrement de l'opposition, parce que je ne suis pas là pour les affaires du NDPC, mais nous de l'opposition, nous devons chercher tout ce qui rassemble, notamment la question sur le code électoral, pour nous asseoir, pour discuter. Et je dis encore autre chose. Oui, non, vous avez laissé Nguépé dire tout ce qu'il disait. Moi, non, je vais chuter par là, même si je sais que les Camerounais ne vont pas l'écouter, la pauvre, le 22 n'ont pas été écoutés. Là, les pays qui citent, là-bas, les gens sont sortis, n'ont pas eu besoin. Il y avait l'armée ici, c'était que la police, quelques gendarmes. Donc, il ne va pas dire que... Je suis donc en train de dire quoi? C'est que vous avez, par exemple, le patronat. Je n'ai jamais vu le président de la République recevoir le patronat camerounais. Comment vous pouvez être chef de l'État en France, dès que vous êtes investi, dès que vous avez l'Élysée, il reçoit le président du MEDEF, qui est ce que nous avons ici, le GICAM. Le président du CAC 40, la bourse, comme nous avons le DSX ici à Douala, par exemple. Vous ne le concédez pas avec le patronat, les syndicats, les associations. Comment pouvez-vous diriger un pays sans consultation? Et c'est tout ça qui montre les critères de la dictature. La dictature d'un parti, ce n'est pas parce que vous avez reçu la majorité que vous devez faire sans concerter. La concertation permet de prendre de meilleures décisions. Et c'est en concertant qu'on prend les idées des autres et qu'on trouve ce qui est bon pour la nation. C'est pourquoi moi je continue à appeler au dialogue, à la fusion des forces politiques Cameroun. Eric, et puis... déjà, sur le jeu, le rôle des acteurs. Oui, le rôle des acteurs. Avant d'arriver dans le rôle des acteurs, je tiens juste à rappeler aux uns aux autres que l'apartheid était légal, que la ségrégation raciale aux États-Unis était légale, que la colonisation était légale, que l'esclavage était légal. Je dis ça et maintenant je reprends à votre question. Que chacun tire ses conclusions. Ce que je tiens à dire, c'est que de façon globale, depuis plus de 30 ans, c'est le RDPC qui gère le Cameroun. Donc, ils sont les principaux responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Ça, c'est la première chose. Et quand je dis principal responsable, ils sont responsables des crises qu'on a. Justement parce que, je prends les crises politiques. Dans les années 90, il y a eu tout ce qu'on a connu. Et finalement, on a eu la tripartite qui a abouti à la Constitution de 96, qui a décidé de l'implémentation de la décentralisation. Sauf que c'est 26 ans après que nous sommes en train de parachever, entre guillemets, cette décentralisation. Ça, c'est une chose. L'autre chose également, c'est que cette Constitution de 96 prévoyait la limitation de mandat qui devait permettre au président Biya, s'il rempilait, de ne plus être président après 2011. Sauf qu'en 2008, l'État a reconnu avoir tué 40 personnes. Ça, c'est ce que l'État a reconnu. C'est le bilan officiel des émeutes de 2008. Parce qu'en 2008, justement, le RDPC a décidé de modifier les règles du jeu pour se maintenir au pouvoir avec la force. Je crois que c'est à l'époque qu'on a eu la chance de voir une unité spéciale de notre armée apparaître dans les villes de Douala. Et à l'époque, je pense que SDF a organisé un certain nombre de manifestations, notamment celles qu'on a organisées au niveau de Bessengue, pour pouvoir justement demander que cette limitation de mandat soit maintenue, pour pouvoir s'assurer que les règles sont bonnes. L'autre chose également, c'est que cette même Constitution a prévu à son article 66 la notion de déclaration des biens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un problème de répartition de la richesse nationale. On a tout un gouvernement qui est en prison, tout simplement parce que le RDPC a utilisé la corruption et les détournements de fonds comme un moyen pour se maintenir au pouvoir. Il est important que la gestion de nos ressources publiques soit un peu plus transparente et qu'elle permette justement de régler les problèmes sociaux, qu'on puisse avoir l'eau. Sankara disait il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et
de l'eau potable pour tous. Le RDPC a choisi le champagne pour quelques-uns et qu'on n'ait pas l'eau potable. Donc il est important. Ça, c'est leur responsabilité. Et je vais revenir sur la question de la crise anglophone. Il est important, en tant que parti au pouvoir, d'écouter et de discuter avec les autres. La violence n'a jamais résolu un problème sur le long terme. La violence permet d'effrayer ceux qu'on va effrayer, mais il y aura toujours des personnes qui auront le courage d'affronter la violence. Il est question de s'asseoir avec les uns et les autres et de trouver les solutions aux problèmes du Cameroun. Eric, Joseph, sur le rôle des acteurs. Oui, nous avions un président de la République qui est essentiellement tourné vers des préoccupations des populations camerounaises. Pour ce qui est de la crise anglophone, depuis 2016, le chef d'État du Cameroun, son excellent Paul Biya, n'a fait que prôner le dialogue. Prôner le dialogue essentiellement depuis 2016. Dialogue avec les corporations qui ont commencé à faire des marches. Et ce dialogue a abouti à des solutions que l'État a agressées en direction de ces corporations-là. Je peux te donner un exemple. Comme au Business Forum, 60 recommandations en 2017 ou 2016, puisque le Premier ministre Philomon était encore là. Tu sais combien de recommandations ont été finalisées? 6 sur 60. Voilà. Donc, grâce à ce dialogue, il y a eu des solutions que le gouvernement a agressées vis-à-vis de ces revendications corporatistes. Parce que le président de la République a toujours prôné le dialogue, qu'il a envoyé des émissaires gouvernementaux dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dialoguer avec les populations, recueillir les besoins des populations. Ces besoins, à la suite de ces consultations, il y a d'autres solutions qui ont été agressées en direction des revendications dans ces régions du nord et du sud-ouest. Maintenant, le chef de l'État a créé la Commission nationale pour le bilinguisme. Et une unité pour la remobilisation de ceux qui se sont insurgés contre le Cameroun pour qu'ils puissent revenir à l'ordre républicain avec des appuis et des soutiens pour qu'ils reprennent leur vie sociétale normale. Maintenant, le clou, c'était avec le grand dialogue national. Mais si vous dites qu'il y a une absence de dialogue, c'est que vous êtes d'une mauvaise foi caractéristique et caractérielle. Le clou, c'était avec le grand dialogue national. Aujourd'hui, les recommandations du grand dialogue national sont en train d'être mises en œuvre. Seulement, vous semblez croire que, aussitôt qu'une action publique est réalisée, mise en œuvre, que les résultats en termes d'impact commencent à être visibles. Une action publique s'évalue en fonction du temps. Lorsqu'une action publique est réalisée, après un moment, on va d'abord interroger les résultats des actions qui doivent être mises en œuvre. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en œuvre? Oui. Voilà. Maintenant, quand ces actions ont été mises en œuvre, il faut un petit temps pour commencer à interroger les effets de ces actions dans l'environnement. Et plus tard encore, maintenant, les impacts. Je voudrais vous rassurer que les impacts du grand dialogue, vous les verrez dans 5 ans. Parce que la paix que le Cameroun risque d'avoir de façon solide et définitive dans 5 ans découlerait des actions qui ont été engagées depuis le grand dialogue. Il faut avoir une connaissance en notion. Il faut avoir une connaissance en notion d'évaluation des politiques publiques. Maintenant, en direction de M. Nguepi du MRC, je voudrais dire que Charles Tilly a défini ce qu'on appelle le répertoire des actions collectives, que les populations ont des actions pour lesquelles ils peuvent s'exprimer. Voilà. Et ces actions ont fait en sorte qu'on divise la participation politique en deux étages. La participation par le bas et la participation par le haut. La participation par le bas, c'est les actions qui amènent à des marches insurrectionnelles, à des sittings, à des prises d'otages, à du terrorisme. C'est certes des actions, dites des actions politiques, mais des actions vers le bas qui sont condamnables. Aucun État au monde entier ne peut les accepter. Et ces actions doivent être
fortement réprimée. Maintenant, il y a la participation par le haut, qui est la participation partisane, à l'intérieur desquels on trouve donc les partis politiques. Voilà. La participation au suffrage. Mais qui se trouve que dans le MSC, ils choisissent la participation politique par le bas, qui est répréhensible, évite la véritable participation politique par le haut, qui est la participation qui est encadrée par le consensus social. Vous ne voulez pas participer aux élections, mais vous voulez enlever un président, après un président de la République par la rue. Et M. Nguépi, je voudrais vous dire, vous pouvez, en tant qu'Nguépi, dire je ne veux plus de Paul Biya. C'est de votre droit. Moi, Vous comprenez? C'est C'est de votre droit de dire, moi Nguépi, je dis, je ne veux plus de Paul Biya, c'est de votre droit. Mais là où vous débordez, c'est que vous allez inciter les autres à faire comme vous. Vous allez dans les quartiers, dans les résidences, dans les domiciles des gens, inciter les gens à adopter votre posture. Là, vous sortez de vos revendications à titre et là, vous ressortez de vos droits en tant qu'individu qui ne veut pas d'un président de la République. Vous pouvez leur dire que moi, Nguépi, je ne veux pas du président Paul Biya. Mais allez dans les quartiers, essayez de convaincre les gens à vous suivre dans la rue pour enlever un président. Ça devient donc une incitation. Et c'est cet esprit d'incitation qui est condamnable et répréhensible. Vous êtes libre de penser comme vous voulez, personne ne vous embourra. Nous avions la chance au Cameroun d'avoir un très grand acteur qui est le président Paul Biya. Si le Cameroun n'avait pas eu le président Paul Biya, c'est depuis longtemps que le Cameroun allait tomber dans le chaos, depuis même les années 1990. Le Cameroun allait tomber dans le chaos. Mais nous avions la chance au Cameroun que nous avions eu un homme d'État qui a été bien formé, qui a été bien formé, qui a été bien élevé, qui a été bien formé, qui a été bien élevé et qui a de l'amour, non seulement pour sa patrie, mais aussi pour l'ensemble des populations camerounaises, qui a l'amour même pour l'être humain. Voilà la chance que nous avions. Et à cet effet, lui-même, de sa propre bouche, il s'est défini comme étant un mendiant de la paix. Dernière question, et qui rejoint donc le thème de ce soir, la décrispation de la situation sociopolitique. Quels sont les mécanismes, les leviers? Comment on y parvient? Faut-il peut-être que le président de la pays rencontre les leaders des partis politiques, les syndicats, les associations? Il faut que les rencontre. Je vais déjà réfléchir à haute voix, mais je vous dis, je vous laisse le débat. Alex Nguépi, comment peut-on arriver aujourd'hui à la décrispation de ce climat? Oui, pour qu'il y ait des de climat politique, il faudrait qu'on arrête l'autisme qui se passe actuellement. La preuve, c'est que ce pouvoir ne comprend personne, n'entend personne. Il faudrait qu'on arrête avec l'assimilation. C'est-à-dire, on passe le temps à assimiler la démocratie à autre chose qui ne l'est pas. Par exemple, tout à l'heure, mon ami et frère Bouto a dit que dans 5 ans, nous aurons les retombées du grand dialogue national, qui pour nous est un grand monologue. Il faut aussi donc, si nous aurons les retombées, qu'ils soient aussi d'accord et en parfaite harmonie avec nous en disant que si la crise anglophone existe aujourd'hui, c'est bel et bien parce que il y a cela. En 82, M. Biapol a pris le pouvoir et qu'il a mal pris le pouvoir, qu'aujourd'hui nous sommes dans la guerre de nos eaux. Dans la guerre de nos eaux aujourd'hui. Il a mal pris le pouvoir comment? Non, mais il n'a pas été élu. Il a été nommé. Oui, mais la Constitution... Non, la Constitution, le mécanisme, le seul, s'il vous plaît, permettez-moi. Je vous ai dit tout à l'heure, l'apartheid était une loi, oui. N'est-ce pas? Même en dictature. Et pendant l'apartheid, la loi était observée. Bien sûr. Voilà en tant que démocrate, en démocratie, donc, la seule façon qui permet à une personne d'être président public, c'est par... En 82, justement, la loi était différente. Non, je vous ai dit ceci. En démocratie, permettez-moi s'il vous plaît, en démocratie, la seule chose qui permet à un parti
à une personne d'accéder à la magistrature suprême, c'est pas le biais des élections. Maintenant, en 82, en 62, Alex, une seconde. Oui. Parce que je suis responsable des propos qui sont... On ne peut pas dire... Permettez-moi. Non, attendez une seconde. En 82, oui. En 82, nous n'étions pas démocratie. Non, mais il est hors sujet. Permettez-moi, M. Dipita. En 72, l'État unitaire, le Cameroun est un État unitaire, décentralisé, libéral, démocratique. C'est notre politique. En 72, c'est ce qu'elle dit. C'est décentralisé, c'est ce qu'elle dit. S'il vous plaît, permettez-moi, monsieur Dipita. Donc, vous voulez donc nous faire comprendre qu'en 82, nous sommes dans une dictature. Donc, monsieur Biya a été un dictateur depuis 82 à 96. Vous attendre un moment. Oui. En 61, on est dans une fédération. Oui. En 72, on va en État unitaire. Oui. En 82, on est dans un État unitaire, uni par... pour dire... Avec parti unique. Mais est-ce que... Allez-y, M. Dipita. Il faut lui apprendre l'histoire. Nous ne sommes pas une démocratie en 82. Et le mécanisme, l'un des éléments d'accession au pouvoir en 82 prévoyait que le président peut transmettre le pouvoir à son premier ministre. Même pas peut transmettre. Bon, maintenant, en cas de démission, il transmet le pouvoir au premier ministre, ce qui a été fait. Monsieur Dipita, je suis surpris d'entendre sur ce plateau que le Cameroun n'est pas une démocratie en 82. C'est que nous avons toujours su. Non, la forme de l'État. Là, vous parlez de la forme de l'État du Cameroun. Mais je dis, permettez-moi. Oui, le régime politique camerounais. Vous êtes en train de... Le régime camerounais, en 82, je dis bien en système, en démocratie, la seule façon qui permet... On n'était pas une démocratie en 82. Mais là, ça finit. Monsieur, ok, donc on était une dictature en 82. Non, ça ne veut pas dire qu'on était une dictature. On était quoi donc? Puisqu'il y a soit dictature, soit démocratie, il n'y a que ces deux formes. Non. Mais on était quoi? Non, ce sont des régimes politiques. Non, des régimes politiques, il n'y a que deux formes. Dictature ou démocratie. Dictature ou démocratie. Ou bien totalité. Le MRC hors sujet. Retirez-le la parole. Permettez-moi, non, moi, pas laisser répondre. Non, moi, pas laisser répondre. Moi, pas laisser répondre. Laissez-moi dire chuter. Moi, pas laisser répondre. Monsieur Dipita, une seconde. Vous m'avez pas laissé chuter. Ce que veut dire, ce que voudrait dire, c'est quoi? Alex, c'est incroyable. Allons-y. Dans une dictature en 82. Sur les mécanismes, du moins, sur les leviers activés pour décrypter pour décrisper la situation. Je voudrais dire la construction et même la décrispation doivent se faire dans le dialogue. La crise anglophone dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a absence d'un dialogue dès le départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons dialoguer. Dialoguer, je parle du parti au pouvoir, le gouvernement, en commençant par le président de la République lui-même et tous les représentants de toutes les autres institutions, à savoir l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas être député comme l'honorable Wiba et on ne vous permet pas d'inscrire la crise anglophone à l'ordre du jour d'en parler. Vous ne pouvez pas à l'Assemblée nationale, vous n'évoquez pas un certain nombre de sujets qui touchent à la vie de la nation. Vous ne pouvez pas être justement au grand dialogue qu'il évoque. Dans la peut-être lui ne sait pas, dans la commission qui parlait des affaires de décentralisation, il était formellement interdit au départ de parler du fédéralisme. Peut-on dialoguer quand on met déjà des canaux, on commence déjà à mettre des digues pour ne pas parler de certains sujets? Je voudrais dire, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est le dialogue. Le président de la République, on lui a toujours donné les attributions d'un homme de paix, d'un homme de dialogue, d'un homme de compassion et ils ont souvent une expression qu'ils utilisent là, j'ai oublié laquelle. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous devons dialoguer. Mais ce dialogue doit se faire dans l'ordre. C'est pour dire à ceux qui veulent créer le désordre que tant qu'ils vont créer le désordre, ils vont permettre à ce gouvernement de ne pas ouvrir la voie au dialogue qui permettra d'arriver au consensus politique. C'est pourquoi j'ai dit à M. Nguyepe et ses camarades et tous les membres de l'opposition qui pensent que c'est en faisant du désordre, comme on a eu à faire par le passé, qui n'a pas apporté... Vous avez déjà pris votre cas de la DPC? Terminé. Qui n'a pas apporté de ça? Non, je suis en train de... Non, je le comprends. Non, vous pouvez le laisser. Vous savez, ses camarades sont en prison. Lui, il est libre, donc il veut s'exprimer. Moi, je comprends. Je le dis clairement, ce qui nous embarrasse souvent dans le choix des invités. Mais je ne parle pas, je n'interromps personne depuis. Mais vous le faites à l'instant. Mais on me fait m'interrompre depuis. Vous voulez faire la police du plateau? La prochaine fois, je n'aurai pas l'occasion de vous reprendre. Allons-y. Je vous en prie.
terminer. J'étais en train de dire que justement, nous devons arriver à ce dialogue-là. Et ce dialogue doit se faire avec tout le monde, sans exclusion. Et tout le monde inclut même ceux qui sont en train de vouloir faire du désordre. Parce que le Cameroun appartient à tout le monde. Et c'est ensemble que nous allons construire cette nation. C'est le message que je veux porter à tout le monde pour qu'on puisse décrisper l'atmosphère politique dans notre pays. Eric. Pour décrisper l'atmosphère, déjà dans le court terme, il est important de libérer toutes les personnes qui ont été interpellées, aussi bien dans le cadre des marches du 22, avant, pendant ou après. Également, les personnes qui ont été interpellées dans le cadre de la crise anglophone, notamment les membres du consortium qui sont encore en prison. Je parle ici notamment de Mancho BBC. Je souhaite aussi, il est aussi important, parce que dans le cadre de la crise de Boko Haram, il y a un certain nombre de personnes qui sont encore en prison. Et malheureusement, à cause des erreurs judiciaires, dont toutes ces personnes qui sont victimes d'une injustice doivent être libérées et permettre qu'on puisse avoir une atmosphère un peu plus détendue. L'autre chose également, il est important, particulièrement pour la crise anglophone, que les négociations soient ouvertes avec les sécessionnistes. Parce que, là je le dis, le gouvernement de la République a commencé à le faire. On a eu un certain nombre d'informations liées à cette question, mais également le gouvernement suisse avait commencé une médiation pour permettre justement cette discussion, parce que on ne discute qu'avec ses ennemis, on ne négocie pas avec ses amis, parce que c'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont pris des armes, il est important de discuter avec eux pour décrisper la situation au niveau du Cameroun. Ça, c'est important. L'autre chose également, c'est qu'il nous faut un retour au fédéralisme. Je tiens à dire que la commission Moussongué, qui est descendue justement dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, l'une des propositions avec lesquelles ils sont rentrés, c'était que les personnes vivant dans ces régions souhaitaient le fédéralisme. Donc ce retour au fédéralisme est important. Et finalement, il est important que l'ensemble des forces politiques, la société civile, les partis d'opposition, le parti au pouvoir et même les autorités religieuses, qu'on puisse s'asseoir et définir les règles consensuelles qui vont permettre une dévolution du pouvoir qui ne souffre pas des contestations que nous connaissons aujourd'hui. Joseph. En 2018, octobre, le peuple camerounais a dans sa grande majorité élu le président Paul Biya sur la base d'un programme et d'une orientation politique qu'il a présenté aux Camerounais pour les 7 prochaines années. Et dans cette orientation, il était clair que nous partons vers ce que nous appelons la démocratie, la décentralisation avancée. Voilà. Donc les Camerounais, en optant pour le choix du président Paul Biya, savaient que la proposition du RDPC était un État unitaire, décentralisé. Bon, maintenant vous venez Nous sommes à la conclusion. Maintenant vous venez avec le fédéralisme. Je ne sais pas d'où ça sort. Les Camerounais n'ont pas choisi des gens qui ont proposé le fédéralisme en 2018. Maintenant, pour terminer, je voudrais dire que le président de la République, de façon permanente, en mendiant de la paix, a toujours une main tendue. Merci. Cette main tendue est en direction de toutes les forces vives camerounaises de son parti ou bien du parti de l'opposition. Je voudrais prendre à titre d'exemple le président du MRC qui a été avec Fondi en 92. avec 92. Ah, non, laissez-moi terminer rapidement. Je vais chuter. Qui était avec Fondi à 92. Le président l'a accepté. Le président est-il prêt à discuter avec donc le président de la République a une main tendue. Est-il prêt à discuter aujourd'hui avec Maurice Kamto? Mais pourquoi Maurice Kamto? Pourquoi fondamentalement Maurice Kamto? J'ai dit, parce qu'il ne faut pas tourner l'addition autour de Maurice Kamto. Merci. Le président de la République a la main tendue. Il est prêt à travailler avec Joseph. Tous les Camerounais qui peuvent apporter des solutions au Cameroun. Oui, je vais dire que ce qui est important, c'est que la crise anglophone que nous vivons aujourd'hui, le passif et l'actif, c'est M. Biapol qui est à l'origine. Si je vais rejoindre M. Boutou qui estime que les solutions apportées par le grand dialogue national auraient les retomber dans 5 ans, il faut aussi qu'il accepte que cette crise anglophone que nous vivons aujourd'hui, avec M. Biapol qui
qui est haut fonctionnaire du Cameroun depuis 1962, et donc M. Biapol est bel et bien à l'origine de cette crise anglophone, et c'est à cause de lui que nous avons des milliers et des millions de morts du côté du Nozo. En attendant que dans 5 ans, qu'il y ait des solutions, nous espérons donc qu'il va prendre ses responsabilités et qu'il va tout simplement démissionner. Merci Alex Gepi, merci Oléo, merci Eric Pindlap et puis Joseph Boutouzé. Merci à vous et également à la maison d'avoir regardé cette émission. Bonsoir. Bonsoir.